par rapport au phénomène de masse, à la puissance de l'Empire sur le monde de l'argent, sa capacité de corruption, sa domination des médias, et le travail de destruction des intelligences, du logos, des consciences citoyennes, des consciences morales tout court, qui s'est accompli par le libéralisme libertaire depuis 30 ou 40 ans, parce que là on a fait 30 ans de libéralisme libertaire pour détruire la morale, et maintenant on passe au libéralisme sécuritaire, c'est-à-dire au libéralisme violent, pour passer de la phase de l'immoralité à la phase de la violence, et on voit que tous les bobos sont prêts. Le bobo, en plus d'être une tafiole, est un type qui valide l'assassinat de masse demain. C'est une lopette assassin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le pire. Et c'est la jeunesse française est majoritairement, comment dirais-je, fabriquée sur ce logiciel. Tout le monde s'est félicité de ce qui s'est passé en Libye, c'est-à-dire de l'assassinat d'un leader légitime de manière dégueulasse. Ça n'a choqué personne. Elles ont déjà validé, exactement comme ils avaient validé comment dirais-je, le châtiment du peuple allemand à Dresde, et vous voyez, et le châtiment du peuple japonais à Hiroshima et à Nagasaki. Vous voyez, c'est le bobo, l'islamo-racaille et le catho-sioniste sont sans doute les pires salopards que le système satanique mondialiste ait produit, et ils seront les acteurs du bain de sang. Alors on va commencer par des questions sur l'Empire. L'Empire, on appelle ça aussi le nouvel ordre mondial. On voudrait savoir quelle est votre lecture de la crise actuelle des dettes souveraines. Déjà oui, moi je donne une définition de l'Empire qui n'est pas celle de Alain de Benoît ou celle des marxistes. C'est pas si strictement synonyme d'impérialisme. Donc effectivement l'Empire c'est ce processus qui veut amener au nouvel ordre mondial et au gouvernement mondial, tel qu'on le comprend et on le ressent depuis une vingtaine d'années, parce qu'avant c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans le champ politique, parce que du temps de l'opposition gauche-droite, marxiste, libérale, la question du nouvel ordre mondial était pas posée. Il y avait soit le triomphe de la révolution communiste, soit la défense du monde libre, mais c'est apparu finalement tout ça après l'écroulement de l'URSS. On a commencé à parler du nouvel ordre mondial, c'est venu des États-Unis évidemment, avec une forte connotation protestante. Voilà, donc quand on a la conscience de ce processus, effectivement la crise actuelle a l'air de bien s'inscrire dans ce processus, c'est-à-dire finalement la logique du nouvel ordre mondial qui est essentiellement une logique bancaire, produit une déstabilisation, une dislocation des nations, et se sert finalement de ces effets pervers pour renforcer son pouvoir et accomplir. C'est un peu ce qu'on peut appeler la stratégie du chaos. C'est-à-dire que finalement, c'est finalement déclencher, à mon avis, au niveau des élites sciemment, des déséquilibres violents, dans le but de prendre le pouvoir. Et ce qu'on voit en ce moment, si on a cette vision-là, fonctionne assez bien selon ces grilles. C'est-à-dire que la logique de la dette, que les gens comme Grignon expliquent assez bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment avec l'histoire de l'argent-dette, c'est-à-dire qu'effectivement les banques et le système bancaire, précisément d'ailleurs de Wall Street, a poussé les gouvernements à s'endetter par des prêts d'argent d'ailleurs fictifs et scripturaires, dans le but justement qu'ils ne puissent pas rembourser leurs dettes, et dans le but finalement de les accaparer et politiquement et matériellement. C'est vraiment la même logique au niveau d'une analyse PME par exemple, ou même d'un particulier, d'un prêteur qui prête de l'argent à quelqu'un parce qu'il sait que cette personne ne pourra pas rembourser, parce que la garantie hypothécaire derrière lui permet de lui voler ses biens. Et on est exactement dans cette logique-là, parce que c'est une logique macroéconomique des États. Et l'exemple le plus parfait, c'est sans doute la Grèce, qui est très symbolique, puisque la Grèce, c'est non seulement le berceau de l'utilisation, mais l'idéologie alternative à l'idéologie que porterait Bernard-Henri Lévy ou Attali, et que finalement ce processus bancaire qui est pensé à Wall Street, et qui pour moi est une alliance, je le dis bien, judéo-protestante, donc vraiment fondée sur une vision vétérotestamentaire, biblique, mais biblique dans sa lecture non catholique. Finalement, cette logique et ce processus est en train de s'accomplir en ce moment de manière assez, comment dirais-je,
évidente et symbolique par le dépeçage, la destruction de la Grèce, effectivement, qu'on a jeté dans la dette pratiquement, je dirais, de force et de manière perverse, et qu'on somme aujourd'hui pour la rembourser, de finalement renoncer à son autonomie politique, de vendre tout ce qui est de l'ordre du public, du bien public, et de jeter sur le marché, c'est-à-dire dans les bras de la prédation de ces mêmes prêteurs, les îles, les monuments, les ports, etc. Et cet exemple grec, on le voit d'ailleurs avec puisque on commence à montrer du doigt maintenant d'autres pays, y compris la France, il n'y a que l'Allemagne qui pourrait échapper à ce processus, visiblement. On voit bien comment, finalement, ces banquiers, prêteurs et escrocs ont mis en place une mécanique dans le but d'accaparer la richesse du monde et de soumettre le monde à sa vie, non seulement en tant que propriété, mais aussi en tant que soumission à une vision du monde. Et moi, je pense, quand je dis ça, à la phrase du patron de Goldman Sachs, qui s'appelle Lloyd Blankfein, j'ai du mal à prononcer ses noms pas très catholiques, et qui dit « Je ne suis jamais qu'un banquier qui accomplit le projet de Dieu ». Je pense qu'il n'est pas plus transparent comme phrase, pour dire qu'en fait, que ce n'est pas seulement, comme le diraient les marxistes, une dérive de l'accumulation capitaliste qui aggrave ces contradictions en s'accomplissant, c'est-à-dire, ça serait l'analyse purement matérialiste et marxiste d'un processus parfaitement étudié par Marx, qui est la contradiction interne du capital, mais qui a derrière une vision eschatologique et quasi-religieuse. C'est là où moi je dis qu'aujourd'hui, ce projet qu'on peut appeler le projet néolibéral s'accomplit selon deux visions strictement contraires qui se croisent, c'est-à-dire une extension de la logique marchande et matérialiste, c'est-à-dire tout réduire au rôle de marchandise. D'abord les marchandises, puis les services, puis les êtres humains, les organes, le corps des enfants, etc., etc. Donc c'est une logique de désacralisation intégrale, mais qui derrière, quand on creuse un peu plus et qu'on va un peu plus loin, accomplit un projet qui lui est totalement religieux et qui rejoint le projet de l'Ancien Testament et la promesse faite par Isaïe, la promesse traduite par les prophètes, faite à un certain peuple élu, effectivement, de lui soumettre la totalité des nations et de réduire ces peuples sauvages et voués à la guerre éternelle à une horde d'esclaves et d'ilotes voués à leur toute-puissance au nom de Dieu et de la plus grande gloire de Dieu et de la paix soi-disant éternelle et universelle. Voilà. Donc là, je crois que j'ai vraiment... je vous ai posé le problème dans son entièreté. Voilà. Donc ça rejoint ma seconde question, parce qu'on voulait donc vous poser, pensez-vous que la création monétaire est un outil pour mettre les peuples en esclavage? Donc là, votre réponse nous confirme. Oui, on peut creuser un peu plus, c'est-à-dire que la monnaie est quelque chose qui est apparu à un moment donné de l'histoire et qui a été sans doute rendu nécessaire par la logique du marché, puisqu'en fait c'était pour dépasser le stade du troc. Donc la monnaie est un médium, mais qui doit toujours correspondre à une richesse et à une valeur réelle derrière. Et de tout temps, la valeur qui a été choisie, parce qu'elle était universelle et constante et partout échangeable, était le métal précieux, l'or et l'argent. On se rend compte que depuis très récemment, en fait, la monnaie papier qui s'est généralisée très progressivement, puisque au tournant du siècle, la monnaie métal était encore très présente en France, en Allemagne. On peut parler d'ailleurs, je crois qu'il y avait une communauté latine de la monnaie qui a été abrogée au tournant de la Première Guerre mondiale. Donc on croit que de toute éternité, on a fonctionné avec des billets et de l'argent papier, mais c'est très faux, c'est très récent. Mais avant, et jusqu'à 1971, ce qui est très récent, il y avait marqué sur les billets de banque qu'ils pouvaient être échangeables à tout moment contre leur équivalent en or, c'est-à-dire que ce n'était jamais que des bons dont la valeur était nulle intrinsèquement, puisque le papier ne vaut rien, mais par contre qui avait une valeur qui était basée d'ailleurs sur la confiance et sur une logique politique globale, qui fait qu'à tout moment on pouvait échanger, exactement comme sur le principe de la lettre de change, on pouvait échanger ce bout de papier contre son équivalent or, c'était d'ailleurs marqué sur les dollars, etc. Ce système qui était qui était un système relativement fonctionnel et vertueux, a été aboli unilatéralement et jusqu'à présent définitivement par les États-Unis d'Amérique en 1971, sous le règne de M. Nixon et sous les conseils de l'économiste juif Friedman, voilà, au nom d'une théorie
finalement néo-keynésienne de la monnaie abstraite et totalement flottante, dont l'histoire nous démontre que cette vision des choses, qui renvoie à la catastrophe de Laon en France, une expérience qui s'est passée, je crois, sous la Régence, amène toujours une catastrophe finale, l'épopée des tulipes en Hollande amène toujours à une catastrophe finale et intégrale. Et nous approchons de cette catastrophe finale, c'est-à-dire que nous vivons sur des tonnes de dettes qui sont générées par des tonnes de faux argent, qui ne sont que des piles de papier qui ne correspondent à rien, mais ceux qui détiennent ces dettes ou ces piles de papier prétendent détenir la richesse du monde, alors que quand on étudie le processus, ce processus qu'on appelle le néo-capitalisme purement spéculatif et abstrait, non seulement produisent de la fausse valeur, mais cette fausse valeur, en fait, ne procède que d'une destruction de richesse réelle. C'est-à-dire que c'est une entreprise de captation du pouvoir politique par une prétention à la maîtrise de la richesse qui est fictive, mais qui est en réalité une destruction de capital quand on va au bout. Donc là, c'est assez complexe. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que l'économie d'abord n'est pas une science exacte, mais que c'est une science de la domination, un peu comme l'était la scolastique du temps du règne du catholicisme politique. Et c'est une science non exacte, mais c'est une science de la domination et de la manipulation. Et en fait, c'est une science qui est très peu enseignée, dont les enseignants eux-mêmes sont des corrompus et les gens qui participent à la population. Et ce qui fait qu'en fait, très peu de gens, y compris dans les élites politiques et chez les politiques, maîtrisent en fait la complexité de ce qu'est l'économie. Et on peut même, je pense, arguer qu'un type comme Sarkozy, qui est un avocat de deuxième zone, ne comprend rien pratiquement à ce qu'il accomplit, et n'est même pas un pervers polymorphe, mais un couillon et un corrompu, c'est-à-dire qu'il touche pour sa participation, mais je crois même pas qu'il comprenne les fins et les moyens de ce processus global. Et j'ai rencontré personnellement très peu de gens qui maîtrisaient l'économie. Moi-même, il a fallu que j'apprenne. Ma maîtrise de ce sujet vient du fait que je suis totalement autodidacte. Sinon, je ne pourrais pas, si j'étais comme Zemmour et j'avais fait Sciences Po, je dirais toutes les bêtises qu'il dit en ce moment, qui sont en train de me démasquer comme petit agent de droite libérale, quoi. Et la question est là, c'est qui maîtrise l'économie? Qu'est-ce que l'économie? Dans le temps, on appelait ça d'ailleurs l'économie politique. Après, on appelait ça la science économique. C'est-à-dire, c'est un mot qui a glissé vers le scientisme en s'appuyant sur quelque chose de totalement, qui est un montage fallacieux, qui est l'axiomatisation et la mathématisation de l'économie. Donc, c'est tous ces processus qu'il faut étudier, décortiquer. Et au bout du compte, il y a très peu de gens qui maîtrisent tout ça. Et ceux qui le maîtrisent, pour qu'en plus ils s'en servent pour dénoncer l'arnaque plutôt que d'y participer, il faut qu'ils soient d'une très haute vertu morale. Et cette vertu morale, à mon avis, n'est compatible qu'avec un certain islam et avec un certain catholicisme, et sûrement pas de toute façon avec le protestantisme ou le judaïsme tel que je le décris, que j'appelle moi talmudo-sioniste. Voilà. Donc ça explique la merde totale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc l'alternative, c'est un retour au standard or, le dinar d'or et le dirham d'argent. Qu'est-ce que vous proposez? Peut-on échanger sans monnaie? Sans monnaie et papier? Moi, j'essaie de lire à peu près ce que les économistes proposent, et je peux avoir un assez bon instinct quand je lis les économistes pour voir s'ils sont de bon niveau ou pas, au niveau, je dirais, de leur virilité intellectuelle. Pour moi, le meilleur que j'ai lu récemment, c'est Antal Fekete, qui est le spécialiste mondial de l'or, et ses analyses d'ailleurs rejoignent totalement, finalement, ce qu'écrivent les musulmans sur cette question-là. Hein. Et lui est pour un retour au standard or, sans disparition de la monnaie papier, mais il dit que la monnaie papier doit toujours être mise en libre concurrence avec le standard or pour que la monnaie papier ne puisse pas se permettre n'importe quoi. Et il dit qu'avec le système de ce qu'on appelle les chambres de compensation, enfin ce système assez classique, finalement authentiquement libéral, puisque aujourd'hui nous avons des libéraux qui sont en fait des anti-libéraux, et des anti-libéraux qui finalement s'y creusent, finalement seraient assez libéraux en fin de compte, c'est-à-dire que tout est à fond renversé, les mots ne veulent plus rien dire. Mais ce qui est évident, c'est que si on ne réintroduit pas le réel, ce que Lénine appelait l'éternel retour du concret, dans le système monétaire, le système de production de richesse, et ce réel, en bout du compte, c'est le métal précieux, le système est voué à s'écrouler, ce qui n'est pas très grave, mais surtout il va s'écrouler sur nous, c'est-à-dire qu'il va entraîner une catastrophe mondiale au niveau des peuples, de la misère, etc. Et d'ailleurs, l'argument des crétins, c'est de dire oui, mais le problème de l'or, c'est qu'il est limité
par les mines, etc. Et que donc ça limite la capacité de création de richesse. Ça, c'est vraiment l'argument le plus stupide. Ça oblige justement à bien comprendre que la richesse a toujours une réalité concrète, et justement à obliger la richesse réelle à se coupler à la réalité finalement de ce qu'est l'or, parce que si on découple ça, on arrive aux fictions de l'argent structural et au multiplicateur infini, qui fait qu'aujourd'hui, personne ose simplement penser le poids de la dette américaine en milliards de dollars, ramené, comme l'aurait fait Sauvy, au nombre d'habitants, et ce que ça veut dire comme dette par tête de pipe. Et là, on se rendrait compte que tous les citoyens américains sont endettés de milliards de dollars, ce qui veut dire donc qu'on est dans des absurdités métaphysico-mathématiques qui, à mon avis, ne peuvent satisfaire que les kabbalistes, voilà, pour faire des raccourcis. Donc effectivement, ce n'est pas un handicap que l'or soit un objet matériel, et que du coup ça oblige l'économie à rester connectée à la matière, c'est-à-dire à la réalité de la richesse réelle et de la production de valeur réelle, parce que tout le problème aujourd'hui vient de là, c'est que le capitalisme financier pondu à Wall Street par des mathématiciens et des apprentis sorciers a déconnecté totalement l'économie spéculative de l'économie réelle, qui est en dernière instance du travail humain qui produit des objets ou au mieux des services, mais qui sont tous forcément à échelle humaine. C'est-à-dire que sinon, on est dans le délire total, et ce délire total qui est la doxa de tous nos dirigeants, amène le monde à la catastrophe. La catastrophe parce que bientôt on va découvrir et admettre que tout cet argent n'existe pas, c'est-à-dire qu'on va perdre tous nos actifs bancaires, etc. On va revenir à une société de violence et de troc où effectivement ceux qui auront de l'or pourront échanger et les autres essaieront de leur voler. Enfin, c'est-à-dire que Fekete décrit très bien quelque chose qui ressemble à Mad Max, et ça peut arriver demain. Et surtout, ceux qui ont monté ce processus d'escroquerie, parce que je pense que chez les économistes, il y a deux catégories. Il y a les imbéciles qui répètent bêtement, qui correspondent un peu à la naïveté du curé de campagne sous l'Ancien Régime, et puis ceux qui produisent la théologie, et qui eux sont des escrocs en conscience. Et là, ça serait tous ces prix Nobel d'économie, dont la communauté juive se vante d'ailleurs, qui sont très souvent juifs. Il faudrait se poser la question de savoir s'il faudrait qu'ils s'en vantent tant que ça, ou plutôt qu'ils commencent à le cacher. Voilà. Pour finir ce raisonnement, ceux qui ont monté ce système d'escroquerie globale savent très bien que ça va bientôt leur péter à la gueule, et pour éviter que ça leur pète à la gueule et qu'ils finissent pendus ou guillotinés, il va falloir qu'ils déclenchent, comment dirais-je, une violence de dérivation, qui est une chose qui est en train d'arriver très vite, qui est la Troisième Guerre mondiale, qui nous sera présentée comme la guerre défensive du monde judéo-chrétien, qui est une fiction qui n'existe pas, contre l'islam, et un islam évidemment sur le modèle salafo-wahhabite, qui est un mauvais terme, mais sur le modèle saoudien certainement, et c'est ce qu'on est en train de nous préparer maintenant, dans le monde entier, enfin dans le monde occidental, parce que là je parle en fait du monde, ce qu'on appelle le monde abrahamique, l'Inde et la Chine étant en regardant finalement, et c'est ce qui est en train d'arriver, et c'est ce qui explique le récent épisode du soi-disant incendie de Charlie Hebdo, qui, à mon avis, est du même ordre d'escroquerie que les tours du 11 septembre assurés par monsieur, comment il s'appelle, Silverstein, qui a touché l'assurance. On va peut-être découvrir demain. D'abord, on ne découvrira pas qui a mis le feu à Charlie Hebdo, mais on découvrira qu'ils étaient en faillite, et que finalement, ce journal qui ne se vend plus et qui est un journal néoconservateur sioniste, finalement est très content de toucher l'assurance pour l'incendie de ses locaux, parce que c'est un journal qui ne se vend plus, et ça va leur permettre finalement de maquiller leur compte. Voilà. D'accord. J'ai fait une petite... Effectivement, mais ça va revenir dans nos questions. Mais c'est le principe. Ce que vous dites, c'est que ça s'illustre en Grèce finalement, aujourd'hui. Est-ce que vous en savez plus que les médias veulent bien nous transmettre sur la Grèce? Y a-t-il une insurrection? Et que pensez-vous de ce déni de démocratie? On propose un référendum, puis on le retire. Quelle est votre lecture sur cette actualité? La lecture, c'est qu'aujourd'hui, les politiques officiels, c'est-à-dire ceux qui ont mandat pour représenter le peuple, sont pris en ce moment entre le marteau et l'enclume, dans une situation très très difficile, parce qu'en fait, ils sont en train, au service finalement du totalitarisme bancaire, d'écraser leur peuple, et avec le risque finalement à un moment donné de se faire massacrer par leur peuple. Je crois que c'est Flaubert qui disait « Je ne comprends rien à la politique sauf l'émeute ». Le vrai danger de Papandréou, à un moment donné, c'est de se faire attraper dans la rue et tuer. Je veux dire. Donc il est obligé d'obéir à l'oligarchie mondialiste qui vient de le menacer vertement. Il faut voir qu'ils l'ont convoqué
alors qu'il est chef d'un État souverain, par des gens qui souvent n'ont aucune légitimité politique au sens classique du terme. Il a été convoqué, on lui a remonté les bretelles. Alors je ne sais pas s'il a finement joué pour faire peur, parce qu'on voit finalement le système européiste était terrifié qu'il fasse voter un référendum qui aurait abouti au non et qui aurait abouti à la sortie de la Grèce, enfin de l'euro, de l'UE par la Grèce, et qui aurait fait effondrer tout le truc comme un château de cartes, et que finalement il a peut-être fait ça pour obtenir des concessions et des avantages. Je ne sais pas si c'était un bon joueur de poker, ou s'il a fait ça parce qu'il a une crise de conscience ou qu'il est en dépression. Il paraît qu'Obama, par exemple, est en dépression nerveuse en ce moment-là, et qu'il est sous cacheton. Oui, tellement. Je sais pas si vous voyez que, en fait, Obama, le premier président noir des États-Unis, a été mis au pouvoir par l'oligarchie financière pour recoloniser l'Afrique, à coup de bombe et d'assassinat. Je veux dire, comme trace qui va laisser dans l'histoire, c'est assez douloureux. C'est-à-dire que c'est du super Colin Powell qui a disparu totalement et qui lui aussi avait été mandaté par les élites. Toujours pareil, d'ailleurs, ces élites belliqueuses judéo-protestantes américaines, il a fallu que ce soit un nègre qui a agité la petite fiole d'anthrax dans laquelle il y avait probablement l'urine de singe. Enfin voilà, on voit des espèces de mécaniques comme ça, où, ce que j'explique assez bien dans mon bouquin Comprendre l'Empire, c'est-à-dire que finalement les politiques aujourd'hui portent le chapeau. On voit Sarkozy, je sais pas si vous avez regardé les vidéos des humiliations qu'a subi Sarkozy là, au dernier sommet. Il s'est fait humilier par le président américain, humilié par le président chinois, humilié par Merkel. On aurait dit c'est un guignol, ça se voit. Et je pense que même s'il s'est fait un petit bas de laine et qu'il a mis les sous de côté et qu'il va pouvoir peut-être, comme je l'ai dit, ouvrir demain un cabinet d'avocat à Miami, parce que son rêve c'est de devenir riche, hein, je n'aimerais pas être à sa place en ce moment. Je veux dire, et je vois en Italie en ce moment qu'on tire à boulet rouge sur les députés italiens et leur train de vie, en disant qu'ils payent pas le coiffeur, etc. Alors que c'est rien. Je veux dire, le personnel politique, ce sont des tout petits joueurs dans ce processus. Et ils sont aujourd'hui, d'une certaine manière, face à la colère populaire, le bouc émissaire et celui qu'on met en avant pour prendre les coups. On ne montre toujours pas du doigt au niveau de la grande presse et des médias, hein, TF1, etc., on ne montre toujours pas les responsables. Les patrons de Goldman Sachs, les patrons de la Réserve fédérale américaine, le FMI, la Banque mondiale, tous ces gens-là, les Brune-Puy, les machins, enfin tous ces relais, sont relativement planqués et ne prennent aucun coup. C'est ça qui est assez, moi je dis satanique, puisque c'est la définition finalement assez littérale de ce que c'est que le satanisme, la séduction, le mensonge, la corruption, etc. C'est que finalement aujourd'hui, les politiques représentatifs sont payés finalement pas mal, mais pas très cher, pour se faire lyncher par leur peuple et servir de soupape de sécurité pour que les vrais responsables et décisionnaires puissent continuer à faire leur travail de prédation dans une période très risquée, sans prendre de risques. Hein, et qui tire les ficelles? On le sait, l'oligarchie mondialiste, on l'a parfaitement identifié. Ce sont on va dire, c'est le tandem Rothschild, Rockefeller et tous leurs ayants droit. On le sait, c'est le lobby bancaire allié au lobby pétrolier, allié au lobby militaro-industriel, allié au lobby pharmacochimique. Tous ces gens-là sont imbriqués, ils sont tous comment dirais-je, noyaux durs des uns des autres dans des montages de sociétés offshore, etc., avec chambre de compensation, etc. Enfin, au bout du compte, tout ça est assez, en réalité, pour quelqu'un qui veut voir, tout ça n'est même pas caché, c'est à disposition de quiconque a l'intelligence et le désir de trouver, exactement comme en fait un puzzle. Les pièces sont là à votre disposition, simplement si vous n'avez pas l'image de ce que ça représente, il est très difficile de le reconstituer. Mais dès lors que vous savez que ça représente un magnifique trois-mâts espagnol du XVIe siècle, toutes les pièces sont là, et si vous allez au CFR, vous pouvez demander je sais pas comment ça s'appelle, le bilan annuel ou le projet annuel du CFR, il vous paye les photocopies. Mais qui va demander ça, et qui, une fois qu'il l'a demandé et qu'il l'a lu, va se battre au niveau médiatique pour alerter le peuple sur le complot, puisqu'effectivement ça existe les complots, sur le complot de domination qu'incarne cette oligarchie mondialiste qui effectivement, comme je l'ai dit, tout ça, plus effectivement le CFR, les Bilderberg, il y a la trilatérale, le FMI, l'OMC, voire l'OMS, puis après l'ONU, effectivement, qui est partie prenante de tout ça. Ce montage complexe est complexe, mais n'est pas occulte ni magique. Hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de gens
Marine Le Pen, Dupont-Aignan, bon, moi dans mes bouquins, Pierre Villard, Dieudonné, par d'autres moyens, nous amusons à montrer cette oligarchie mondialiste du doigt, qui est effectivement qui avant était cachée, et qui petit à petit a annoncé son projet, et qui, ça on a vu, c'est le tournant des années 80, Nouvel Ordre Mondial, Empire du Bien, etc., désigner ses nouveaux ennemis, et là est en train, dans sa phase, je dirais, finale, d'être sur le point de prendre le pouvoir, c'est-à-dire d'accomplir son projet, c'est-à-dire le gouvernement mondial. On peut très bien maintenant que les G20, G8, etc. sont déjà des embryons de gouvernements mondiaux, et que tout ce qu'ils nous proposent, c'est la mise sous tutelle des États, c'est un ministère de l'économie et des finances sous contrôle du cartel bancaire et européanisé au niveau de l'UE, etc. Enfin, je veux dire, tout ce que je dis aujourd'hui est assez vérifiable parce qu'on est très très près de l'épilogue, hein, où à un moment donné, ce comploteur dans l'ombre est obligé à un moment donné de sortir en pleine lumière et d'enlever son masque, puisque le projet, effectivement, c'est le pouvoir et le pouvoir officiel, c'est pas le pouvoir occulte. Et la phase intéressante, c'est le moment où un pouvoir occulte qui fait traiter les gens qui le dénoncent de paranoïaques, ce pouvoir occulte lui-même, puisque le but du pouvoir, c'est d'exercer en tant que pouvoir, pas toujours en tant que pouvoir caché ou délégué, c'est le moment où ce pouvoir occulte enlève son masque et se présente au monde comme pouvoir. Je pense que si on s'intéresse à l'eschatologie, ça s'appelle le moment où l'antéchrist se présente sous sa forme humaine. Voilà, parce que on peut en faire une lecture, je vous dis, matérialiste, libérale, marxiste du problème, mais aussi une lecture totalement religieuse, en allant à ce qui traite de la fin des temps dans les monothéismes. Et là, on voit que ce que dit l'islam dans les hadiths prophétiques, ce que dit le catholicisme, notamment dans l'Apocalypse de Jean, et ce que disent aussi l'eschatologie juive, convergent totalement, à part simplement que le Messie des uns et l'antéchrist des autres. Hein. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis assez serein au niveau de mon analyse, parce que d'ailleurs, je vérifie, personne ne m'attaque aujourd'hui ou conteste. J'ai sorti un bouquin qui en est à sa 7e réimpression en 7 mois. J'en ai vendu 30 000 à une période où le livre est sinistré, avec un boycott intégral des médias. Mais par contre, aucune attaque. C'est-à-dire ce qu'on appelle la stratégie d'Edredon, ce qui est une stratégie qu'on retrouve dans le traitement de la pédocriminalité de réseau, etc. C'est-à-dire qu'on écrase, et moi je m'amuse aujourd'hui à pousser la provocation assez loin, et j'attends, et on me promet des procès qu'on ne me fait pas. Par exemple, toujours au hasard, les étudiants juifs de France me promettent 1 an de prison avec sursis et 45 000 € d'amende pour ce que je dis ou ce que j'écris en ce moment, mais ils n'y vont pas. Par contre, ils l'annoncent en première page sur leur site. Donc voilà, il y a un climat étrange aujourd'hui, c'est qu'on se dit, bon, tant que Soral touche 30 000 personnes, ma dernière vidéo a fait 80 000 visionnages sur Dailymotion. Ça commence avec des petits noyaux de conscience assez conséquents, mais c'est pas TF1, France 2, etc. Donc on s'en fout. C'est un peu comme la manière dont l'URSS gérait à un moment donné les dissidents soviétiques. On les surveillait de loin, on les bloquait un peu, c'est un peu la même chose. Hein. Moi, je me sens comme un dissident soviétique sous Brejnev, qui n'était pas une situation si inconfortable que ça. Hein. Il manque juste simplement les droits d'auteur de Solzhenitsyn dans le monde libre, parce que malheureusement les Chinois, les Indiens, les Sud-Américains, pour l'instant, ne se fatiguent pas beaucoup à traduire les bouquins, mais j'ai même l'espoir que c'est en train de se faire, traduit en portugais, qu'à un moment donné, ça est un dissident français devienne même très rentable. Au niveau du prestige, c'est déjà le cas. Je joue d'un assez grand prestige en France au niveau de la rue et des gens qui pensent, hein, c'est vérifiable, comme c'est vérifiable pour me donner. Je commence même à vendre des bouquins, malgré l'Omerta, et je suis pas à l'abri, je sais que mon bouquin est en ce moment traduit en russe. Bon, les Russes en général ne payent pas les droits d'auteur, c'est pas grave. Mais ça peut même finir avec le confort de ce qu'étaient les intellectuels russes dissidents au moment, je dirais, du pourrissement de l'URSS. Et là, on peut faire un parallèle, hein, l'empire qui est finalement l'empire alternatif à l'empire soviétique, qui a survécu à l'écroulement de l'empire soviétique, ne va peut-être pas lui survivre si longtemps que ça, si on est optimiste, et on va peut-être voir effectivement l'effondrement de l'empire, comme on a vu l'effondrement de l'URSS, sachant qu'une logique impériale, c'est soit vous allez jusqu'au bout et vous prenez les pleins pouvoirs, soit à un moment donné vous vous effondrez totalement. Il n'y a pas on avance ou on recule. Dans la logique historique, telle que la conçoit Hegel et telle qu'elle est, il n'y a pas de statu quo. Il n'y a pas l'histoire ne se fige jamais. C'est comme soit on pédale, soit on continue à pédaler sur le vélo et on avance, soit on arrête de pédaler et on tombe. Donc là, de toute façon, demain, c'est comme je l'ai écrit en sous-titre de mon livre, soit la gouvernance globale, c'est-à-dire le règne du gouvernement mondial, soit la révolte des nations. Et d'ailleurs, nous sommes en ce moment dans un moment de manipulation
de révolte des nations dans le monde arabe, etc. Enfin, et donc les révolutions arabes mènent-elles à des démocraties musulmanes? Alors, c'est un sujet très récent, hein, tout ça. C'est-à-dire que moi, j'y réfléchis tous les jours. Si vous vous souvenez de la dernière fois que j'ai été invité à la télévision chez KBI, il y avait des escrocs devant moi, qu'on peut d'ailleurs aujourd'hui nommer et prendre par le col. Il y avait Mafessoli, il y avait un autre, là, un jargonneur, dont j'ai oublié le nom, et qui me parlait de changement de paradigme, et que c'était des révolutions grâce à Internet et à Twitter. Ces gens-là sont des imbéciles, des escrocs. Il y avait simplement le fait que l'armée avait lâché Ben Ali, et que en Égypte, c'est aussi l'armée qui a le pouvoir, et qu'à un moment donné, sur une colère populaire légitime, évidemment, liée à des problèmes économiques, et aussi à des problèmes de soumission à l'américano-sionisme, il y avait finalement des élites politiques totalement disqualifiées par leur collaboration à l'impérialisme, ce qui fait qu'en fait, ils ne tenaient leur pouvoir que de leurs mandants impériaux, ce qui veut dire qu'ils sont très faciles à dégager, puisqu'il suffit qu'à un moment donné, leurs mandants décident de les changer, et ils laissent s'accomplir la colère populaire, et ils les lâchent en race campagne, et ils finissent comme ils ont fini. Hein, voilà. Mais donc, ce n'était pas un changement de paradigme, comme dit l'escroc franc-maçon Mafessoli, mais c'était simplement que, effectivement, il semblerait qu'il y ait un calendrier, et que la stratégie des néoconservateurs des années 80-90, qui était une stratégie brutale de passage à la démocratie occidentale, et dont ces néoconservateurs se sont rendus compte qu'elle n'était pas possible en l'état, ils ont révisé un peu leur copie, et je pense qu'ils procèdent maintenant exactement finalement comme ils procèdent dans les démocraties occidentales du Nord, c'est-à-dire, en fait, ils adaptent au monde arabo-musulman ce que j'appelle moi le passage du libéralisme libertaire au libéralisme sécuritaire, au libéralisme autoritaire. C'est-à-dire, ils disent, voilà, on laisse aux religieux du Maghreb la gestion du sociétal, à condition qu'ils ne touchent pas à l'économique. Et c'est-à-dire qu'en réalité, ils valident ce qu'on peut appeler l'islam de marché, exactement comme aujourd'hui l'Empire joue la carte des extrêmes droites identitaires, en Italie, en Hollande, en Belgique, à condition qu'ils ne touchent pas au marché. Et ça donne ce qui s'est passé en Italie depuis 20 ans, etc. C'est-à-dire, le sociétal, on le laisse à la réaction, à condition que le sérieux, le dur, l'économique, soit laissé au marché ouvert mondial. Et finalement, ce qui est en train de s'appliquer en Europe, en Italie, sous le règne de Berlusconi, en Belgique, en Hollande, ce qu'ils essayent d'imposer à la Norvège, ce à quoi peut-être la France va échapper, puisque Marine Le Pen n'est pas sur ce logiciel, hein, c'est pas l'extrême droite, justement, sionisto-compatible, parce que tout ça se rejoint, mais qu'on voit en Angleterre, par exemple. Finalement, cette stratégie néoconservatrice de deuxième époque, plus subtile que la première, qui est de non pas imposer la démocratie comme ils essayaient de le faire en Irak, mais finalement de laisser un certain islam prendre le pouvoir sur la société, à condition que ces musulmans qui prennent le pouvoir laissent le marché finalement gérer ce qui est sérieux, c'est-à-dire l'économie, la banque, etc., etc. C'est ce qui est en train de s'accomplir partout au Maghreb et au Moyen-Orient. Alors, en Égypte, ça passe par les frères musulmans. On sait de toute façon que dans les pays du Golfe, ça passe par le wahhabo-salafisme sous contrôle saoudien. C'est aussi le rôle étrange du Qatar en ce moment. Hein. C'est-à-dire une société ultra-réactionnaire et en même temps totalement capitaliste et sous domination américano-libérale, quoi, hein, et sionisto-compatible, hein, voilà, malgré un discours salafiste dur pour les masses. Et finalement, c'est ce qui va sans doute se passer demain en Tunisie, en Égypte, etc. La société civile sera plus ou moins sous le contrôle des musulmans pour le sociétal. On verra un peu de voile, un petit peu d'esbrouf comme ça, un petit peu de charia pour le décor, exactement comme en France on peut revenir à un néo-nationalisme, à un néo-identitarisme, etc. Mais tout ça sera en fait au deuxième niveau, totalement ouvert au marché mondial, sous contrôle du FMI, de la Banque mondiale, etc., etc., et participera de la globalisation néolibérale, puisqu'il ne faut pas oublier, et là je pense que c'est le rôle que joue notamment en Europe un Tariq Ramadan, le rôle qu'on lui fait jouer, c'est qu'un certain islam, finalement, comme un certain communisme, est une idéologie antinationale
qui participe au processus mondialiste de destruction des nations, puisque la Oumma est quelque chose finalement qui prépare le mondialisme, si au dernier moment elle est retournée, exactement comme finalement le communisme soviétique, préparé par l'extension du salariat généralisé, par la notion parfaitement abstraite de république soviétique, c'est-à-dire désenracinement, désétatisation, etc., et la mise en place d'une oligarchie, comment dirais-je, apatride, qu'a parfaitement identifié Solzhenitsyn dans son œuvre majeure, qui est pour moi de 2 siècles ensemble. Finalement, laisser cet islam sociétal casser le panarabisme, par exemple, casser tout ce qui était de l'ordre de la résistance tiers-mondiste ou de la résistance panarabe, dont le dernier avatar est celui qui vient être mis à mort par le système, et l'islam radical qui est Kadhafi. Tout ça finalement participe du processus mondialiste de domination, mais avec de façon un petit peu plus subtile que la stratégie néoconservatrice d'hier, qui est la stratégie néoconservatrice de demain. Et ce qu'on appelle finalement le libéralisme sécuritaire, le libéralisme autoritaire, le sociétal finalement à la réaction, et le macroéconomique, c'est-à-dire le sérieux, finalement, au marché mondial et à la banque. Hein, voilà. Et tout ça, à mon avis, la bonne lecture de demain. Pourquoi l'empire américano-sioniste, partout dans le monde arabe, aide à mettre en place des islamistes radicaux contre des régimes laïques, à économie socialiste, qui sont en général les protecteurs des chrétiens. C'était vrai pour l'Afghanistan, et là on y a encore une lecture de lutte contre l'URSS, mais après c'était vrai aussi en Irak, où là ça devenait moins explicable. Bon, on se disait le pétrole, etc., mais c'est déjà un peu foireux. Et alors en Libye, ça n'a aucun sens, puisqu'effectivement, on voit que les Américains et ses alliés franco-anglais ont déstabilisé un pays laïque, socialiste, qui protège les chrétiens, en se servant strictement d'Al-Qaïda. Alors on a prétendu qu'Al-Qaïda était l'ennemi mortel de l'Empire jusqu'à hier, donc on voit vraiment qu'on se fout de notre gueule de A à Z. Et on voit aussi ce qu'ils essaient de faire en Syrie, où il y a un pays finalement assez calme dans la région qui maintient un statu quo entre la puissance turque, le sionisme, le wahhabo-salafisme saoudien, auquel on ne devrait pas toucher, et qui est surtout tenu par une minorité alawite qui protège les chrétiens. On est en train de foutre en l'air ce pays d'équilibre et local et géopolitique pour y mettre une fois de plus ce qu'on appelle moi j'appelle ça des saoudos, des saoudiens au pouvoir, parce que j'aime pas le terme de salafiste, parce que ça vexe certains musulmans, pour mettre des salafistes au pouvoir afin de foutre la région à feu et à sang, et de surtout d'imposer effectivement la charia, régression du statut des femmes, etc., etc. Et tout ça évolue par Bernard-Henri Lévy, par le pouvoir américain, par le sarkozysme, etc., etc. Et donc là, il faut bien comprendre ce projet satanique qu'on comprend par mon analyse, ou aussi en lisant les très bonnes analyses, pour moi, d'un des plus grands savants de l'islam actuel, qui est le cheikh Imran Hossein, qui est un savant musulman qui à mon avis de grande qualité, parce qu'en fait il le professe dans le monde asiatique, dans l'islam asiatique, et pas un islam tant complètement corrompu et coincé par la décolonisation maghrébine, par la soumission saoudienne aux accords de Quincy, au pétrodollar. Donc je pense que finalement les seuls savants de l'islam qui peuvent réellement penser sérieusement et librement et intelligemment sont plutôt dans la sphère de l'islam indonésien, Cheikh Imran Hossein, dont nous sommes en train de traduire les livres avec son autorisation. Il a d'ailleurs fait une très belle photo avec mon livre Comprendre l'Empire à la main. Est un savant de l'islam qui, comment dirais-je, qui professe en Malaisie. Voilà, il faut comprendre donc que dès qu'on sort de la sphère abrahamique, méditerranéenne, post-méditerranéenne et occidentale, on peut retrouver des gens, notamment dans le monde musulman, qui ont les moyens et la capacité, la liberté de penser. Tout le reste, pour moi, je le dis, c'est de la merde. Voilà. C'est de l'islamo-racaille, de l'islamo-sunni, de l'islamo-sioniste, etc., etc. Et moi, autant je défends cette intelligence musulmane incarnée par Cheikh Imran Hossein, qui n'est d'ailleurs ni soufi, ni quoi que ce soit, genre des abrutis qui vous disent, parce que dans lui, il n'y a pas plus l'islamo-racaille resalafisé de banlieue, et quelqu'un qui
qui chaque fois qu'il ouvre la bouche fait tort à l'islam tel que je le respecte. Voilà, donc moi je défends cette intelligence musulmane-là, et je sais très bien à quoi va servir l'autre islam sponsorisé par l'Occident, va exactement jouer le même rôle qu'a joué Hitler dans la montée du nazisme dans les années 30, c'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer un islam radical dégorgeur de chrétiens, et on trouvera toujours un connard converti en prison, j'en connais à Nantes et ailleurs, qui travaille entièrement pour la police, qui, sur Dailymotion, égorgera un Gaulois de base en criant à l'Akbar, afin, exactement comme dans la fin des années 30, quand le pouvoir de Wall Street allait se faire attraper parce qu'il était responsable de la crise mondiale, nous donner un choix nous obliger à un choix que nous ne pourrons pas refuser, c'est-à-dire nous entraîner dans la guerre par les cheveux, exactement comme le dit dans ses prêches très honnêtes le rabbin Rav von Shaya, c'est-à-dire nous obliger à choisir entre l'Occident judéo-chrétien, cette saloperie, et un islam wahhabo-salafiste sanguinaire et assassin entièrement sponsorisé et fabriqué, pour que les gens comme moi, qui correspondent aux pacifistes des années 30, ne puissent plus dire ni Allemagne ni Angleterre. Nous ne voulons nous soumettre ni à l'ennemi d'aujourd'hui, ni à l'ennemi d'hier et de demain. Et ces gens-là qui étaient les pacifistes, qui avaient la bonne réponse, qui est à l'origine de Bagatelle pour un massacre de Céline, c'est ça le logiciel de ce livre-là, seront finalement sommés de choisir entre Hitler et Churchill. Et c'est exactement cette même stratégie satanique qui est en train d'être mise en place, par les mêmes et pour les mêmes raisons, de fabriquer effectivement le nouvel Hitler, c'est-à-dire effectivement d'aider à propager partout un salafisme anti-chrétien occidental sanguinaire, pour qu'effectivement nous choisissions en dernière instance dans ce chaos fabriqué, nous soyons obligés de choisir entre l'égorgeur à couteau de cuisine et le salopard incarné par la bande à BHL, à Attali, etc. Et effectivement, face à ce choix-là, les gens comme moi seront obligés simplement d'essayer d'aller se réfugier quelque part pendant que ça se passe. Mais c'est ça le piège, et c'est ça qu'on appelle la guerre. La guerre, c'est quand il n'y a plus que deux camps possibles. Et cette réduction d'une réalité complexe à deux camps, c'est le travail satanique de l'Empire aujourd'hui, et c'est la raison de la sponsorisation systématique partout par l'Empire, du pire islam, qui est un islam frelaté, islam qui se dit salafiste, et qui aurait été un islam satanique, effectivement dégorgeur, voulu, sponsorisé, accompagné et applaudi par tous les salopards qui, eux, sont les vrais responsables, et c'est vérifiable aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy en Libye, l'armée anglaise, l'armée française traître sous le contrôle de Sarkozy et de ses allégeances, et surtout le pouvoir américain qui, comme on l'a démontré récemment, est entièrement aux mains des sionistes. On l'a vu récemment par la manière dont Obama, le nègre, a été totalement humilié par Netanyahou et le tout-puissant lobby juif américain, où il a été obligé de se soumettre sur l'affaire palestinienne à l'UNESCO, c'est-à-dire de revenir sur une promesse qu'il avait faite lui-même, c'est-à-dire de s'insulter, de s'humilier lui-même. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vraiment, une fois de plus, fait une réponse globale, comprendre les révolutions arabes et la réislamisation voulue par l'Empire du monde arabe dans une logique, effectivement, de bouc émissaire et d'hitlérisation. Voilà. Et effectivement, le piège qui est tendu au monde musulman est terrible, et il va être terriblement difficile de s'en sortir, car on peut tout reprocher à Satan, sauf d'être incroyablement et machiavéliquement intelligent. Alors, on va orienter la question sur le sujet français. La crise étant bien ancrée, quels sont les autres facteurs susceptibles d'engendrer un risque majeur d'embrasement en France? La crise économique touche de plus en plus, on le sait, les classes moyennes. Quand ça touche et les classes populaires et les classes moyennes, on rentre dans des phases potentiellement révolutionnaires. Et là, si je vais redire la même chose que ce que j'ai dit avant, mais je vais dire, c'était du macro, là on va faire du local. Le seul espoir qu'ont les oligarchies dominantes, qu'elles soient PS ou UMP, on voit bien d'ailleurs que leur composante hystériquement sioniste détermine exactement le fait qu'elles sont la même chose. Le seul moyen d'échapper à leur responsabilité, qui n'est pas d'ailleurs d'avoir créé la crise, mais de n'avoir pas eu le courage d'y résister et d'avoir laissé finalement le peuple de France entièrement, je dirais, à poil et à leur campagne face au projet de destruction et de domination de l'oligarchie mondialiste logée aux États-Unis. La seule manière pour eux de dévier cette crise, ça sera de l'ethniciser évidemment, en faisant une crise, une guerre contre l'islam. Et c'est à ça aujourd'hui que travaille le lobby sioniste, on va dire, de droite. Parce je pense qu'il y a
un lobby judéo-sioniste de gauche qui est encore de jouer, mais qui est résiduel, qui a été représenté par Julien Drey, qui est de jouer l'alliance immigrée sioniste contre le français de souche, et la nouvelle tendance qui est en train de dominer, qui a été amenée progressivement par Finkielkraut, puis par Zemmour, on passe toujours de l'élite à la massification, et qui est portée par Goldnadel au CRIF, qui est de jouer l'alliance réactionnaire et identitaire française et sioniste contre les immigrés rebaptisés musulmans. On sait que ce sont les mêmes. Et il y a une petite engueulade en ce moment au sein de la communauté, c'est des divisions dont il faut savoir jouer d'ailleurs. Mais on voit très bien que Charlie Hebdo, qui était un journal officiellement d'extrême gauche, aujourd'hui sur une ligne d'extrême droite. Ils sont sur la ligne de la guerre contre l'islam, alors que leur boulot normalement devrait être finalement de porter au moins soit un discours libertaire, soit un discours libertaire au moins au service d'une vision de classe, d'un travail de lutte des classes. Donc effectivement, ce qui va se passer demain en France, ça sera fait de manière vulgaire, sans doute par Sarkozy, mais Sarkozy de toute façon ne sera même pas au deuxième tour de la prochaine présidentielle, et je pense qu'il est déjà le projet de l'oligarchie mondialiste, c'est l'alternance. Ce projet s'est apporté de manière beaucoup plus perverse par le PS, puisque le PS a toujours dominé les immigrés, et est moins identifiable comme anti-musulman que l'UMP. Son identification se fait par son allégeance totale au sionisme et au lien complet qu'à l'international socialiste et le sionisme, mais c'est beaucoup moins vu par les petites gens de la base. Les musulmans sont essentiellement puisés dans le prolétariat, le sous-prolétariat et les gens peu cultivés, donc ils auront beaucoup plus de mal à identifier le jeu pervers que va jouer le PS demain contre eux que si c'était l'UMP. C'est une des raisons pour laquelle Sarkozy doit dégager. Et donc je pense effectivement que demain, nous allons en France vers une aggravation de la crise économique et systématiquement une double déviation de cette crise économique de façon laïque par Mélenchon en montrant du doigt la menace fasciste et l'alternative fasciste et en se référant aux années 30 et en maintenant la soumission finalement au monde de l'argent face à quelque chose qui serait plus grave, qui serait la dérive fasciste. Et ça c'est le positionnement de Mélenchon, qui est le positionnement de soumission laïque et de déviation perverse d'une vraie lecture de classe incarné par Mélenchon. Et l'autre lecture beaucoup plus vulgaire, à laquelle ne participe pas Mélenchon, c'est effectivement l'ethnicisation et comment dirais-je, le mot religiosification, je sais pas comment on dit, de la crise, c'est-à-dire le problème vient de l'immigré musulman. Et d'ailleurs, ceux qui disent que le problème vient du musulman sont toujours pour l'immigration, sachant que si la France se remplit de musulmans, c'est parce qu'elle se remplit d'immigrés. C'est-à-dire que ils prétendent lutter contre l'islam en faisant tout pour qu'il y ait de plus en plus de musulmans en France, et en faisant tout d'ailleurs pour qu'ils se radicalisent au niveau de leur islam, puisqu'on voit aujourd'hui que tout ce qui est aidé en banlieue, on le voit notamment par le film Un prophète, qui a eu 7 récompenses au César, dont le scénario est fait par un petit Algérien bien haineux sur la ligne FLN, qui fait bien le sale boulot toujours de haine raciale en France, et réalisé, c'est assez emblématique, par un homosexuel fasciné par le blédard enculé, et qui est le fils PD du très grand cinéaste français Michel Audiard. Donc on voit bien quand même qu'il y a une logique incroyablement lumineuse à tout ça. C'est une pédale enculeur de maghrébin qui a fait faire un scénario par un bon petit algéro anti-français FLN pour bien montrer aujourd'hui le musulman sous la pire forme, c'est-à-dire l'islamo-racaille qui se sert de la mosquée pour faire du trafic de drogue et prendre la place dans le grand banditisme des Corses. Vous voyez, et ce film a été applaudi par toute la clique des crétins collabos du cinéma français, qui n'est jamais qu'une matrice à l'idéologie dominante, et qui n'est jamais finalement qu'une succursale de Hollywood, qui joue le même rôle. Et voilà. Et donc c'est-à-dire que ce théâtre de guerre civile, parce que c'est vers ça qu'on ira, et qui déviera la vraie guerre sérieuse qui serait la guerre de classe, c'est-à-dire où le peuple français réconcilié au niveau des classes moyennes et du prolétariat, et aussi au niveau des Français d'origine immigrée et des Français de souche, ce que j'appelle moi l'union de la gauche du travail et de la droite des valeurs, se débarrasserait de ces élites parasites et traîtres pour effectivement faire accomplir enfin la démocratie égalitaire en France. Et ça, effectivement, les Mélenchon, le bloc identitaire, les sionistes, bien évidemment, qui pilotent tout ça, les Zemmour, les Finkielkraut et les Charlie Hebdo, ça fait du monde, à gauche, à droite, laïque, religieux, les Boutins, Christine Boutin, soi-disant catholique, qui était au théâtre du Gymnase il n'y a pas longtemps pour s'opposer à la reconnaissance de l'État palestinien, et qui est une catho-sioniste, comme l'était d'ailleurs De Villiers avant qu'il soit châtié par Dieu, par sa cécité et par son fils. On voit très bien ce que ça rapporte aux cathos de se soumettre à leurs pires ennemis.
Je rappelle quand même que le pire ennemi du catholique, c'est le juif, il faut pas oublier. C'est dans les Écritures, hein, de A à Z. Il faut pas oublier, il faut faire de la théologie. Hein. On voit que tout ce théâtre est mis en place pour que cette guerre civile ethnico-religieuse s'accomplisse et qu'il sera très dur d'y échapper. Et moi, la seule chose que je peux faire, c'est alerter et montrer du doigt les responsables, au moins pour l'histoire, pour l'histoire, pas la mémoire, pour l'histoire de demain et d'après-demain. On voit très bien quels sont les salopards. Leur union sacrée est assez visible sur la question sioniste, d'ailleurs, sur la question du refus de la reconnaissance de la Palestine à l'ONU, et même là, sur la question de l'UNESCO. Là, on voit les masques tomber et on voit les alliances. On voit qu'il n'y a pas de gauche, de droite, de laïque, de religieux. Il y a les soumis à l'Empire et ceux qui essaient d'y résister. Et dans les soumis à l'Empire, les plus dangereux sont sans doute les plus pervers. Les plus pervers sur la ligne économico-sociale étant les Mélenchon. Les plus pervers sur la ligne religieuse étant sans doute le clergé français catholique. Quand on voit que, je sais pas comment il s'appelle, Monseigneur 23, j'ai oublié son nom. André 23. Comment il s'appelle? André 23 a condamné les chrétiens qui venaient protester devant la pièce de théâtre subventionnée par l'État. Hein. Voilà, donc c'est du théâtre officiel dont la fonction, le but était finalement de chier, au sens littéral du terme, sur le visage du Christ. Voilà. Quand vous vous opposez à ça en tant que chrétien, vous n'êtes pas condamné par les musulmans, ou même pas condamné de façon virulente par les démocrates. C'est le clergé catholique français qui vous renvoie dans vos foyers. Voilà. Tout ça pour toujours digression, pour voir effectivement l'état de pourrissement de la France, la manière dont l'empire satanique a placé ses pions un peu partout et nous a enfermés dans un piège dont il va être terriblement difficile de sortir, parce qu'au moment où ça va péter, effectivement, la subtilité et la complexité sera plus de mise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est choisis ton camp, camarade, et ça sera soit rejoindre le camp judéo-chrétien occidental contre les musulmans, soit se mettre avec les musulmans, mais quand on n'en est pas un, et qu'en plus ces musulmans seront portés en fait, non pas par les musulmans du quotidien qui seront des spectateurs de leur propre lynchage, mais par des petits salafistes qui auront à peu près exactement la fonction qu'avait le GIA dans l'Algérie des années 90. La seule solution pour les gens comme moi, après avoir annoncé la catastrophe, ce sera d'aller se cacher ailleurs pour ne pas se faire assassiner des deux côtés. Voilà. Justement, c'est la question suivante. Hein. Si le chaos s'installe, que faites-vous? Comment êtes-vous préparé? Quel bon conseil donneriez-vous à ceux qui se préparent? Ben là, on vient d'éditer un bouquin d'un de nos amis qui est, le titre c'est Survivre à l'effondrement économique. Voilà. Nous, c'est comprendre l'Empire et y survivre. Voilà. Il est sûr que les gens qui disent ce que je dis aujourd'hui, exactement comme les pacifistes des années 30, sont les gens les plus en danger. Parce qu'ils seront pris en tenaille entre la colère française blanche stupide manipulée par les sionistes et la colère pseudo-musulmane stupide des salafistes sponsorisés qui seront de la même violence et de la même stupidité que les petits nervis du CNT en Libye. Hein. Il faut voir comment ils se sont comportés. On voit le petit qui sodomise. La seule chose qui lui vient à l'esprit quand il attrape son ennemi, c'est pas le respect qu'on a eu pour Abdelkader, nous-mêmes quand on a pacifié l'Algérie, parce que c'est une pacification du Nord qui vient de s'opérer. Il y en a un dans le sol, alors qu'il crie Allah Akbar, la seule chose qui lui vient, c'est de lui rentrer un truc dans le cul. Vous voyez, voilà. C'est ça, les petits salopards de salafistes qu'on aura demain, les cortex, etc. Vous voyez, ça sera des voyous de banlieue qui ont été élevés dès la naissance pour être des criminels, vous voyez, des criminels exactement comme les criminels sous-prolétaires américains, vous voyez, ils ont été fabriqués par le système pour ça, vous voyez, c'est-à-dire conscience morale zéro, des animaux sauvages finalement téléguidés, voilà. Et nous aurons ces deux déferlements de haine fabriqués, du blanc identitaire, on voit très bien d'ailleurs sous contrôle sioniste, et du salafiste haineux, ce qu'on appelle l'islamo-racaille, et également sous contrôle sioniste. Hein. Il suffit de voir qui s'est réjoui effectivement de la destruction récente de la Libye et de la pacification de la Libye. C'est marrant, à un moment donné, comme quand on se rapproche du moment de violence absolue, les masques peuvent tomber, puisque finalement on est passé à autre chose qu'à la manipulation par le logos, on est passé finalement au moment de la violence pure. Et Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, n'a presque plus de problème à soutenir des musulmans qui crient Allah Akbar pour aller assassiner un leader africain
qui d'ailleurs avait normalisé totalement ses rapports avec le monde sioniste et le monde américain. C'est de ça qu'il est mort. Hein. Parce qu'il a cru qu'on allait les laisser mourir en paix, vieillir en paix, pour ne faire plus que des projets humanitaires, satellites de téléphonie africaine, irrigation, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de tuer. C'est pour vous dire que, finalement, le problème de ces résistants à l'Empire, comme Kadhafi, qu'on traite de monstres sanguinaires, leur fragilité, c'est qu'ils ne seront jamais d'un niveau de méchanceté égal à la méchanceté judéo-protestante qui est en face. Leur fragilité, c'est qu'ils ne sont pas assez méchants, en réalité. Kadhafi est mort de n'avoir pas été assez méchant, d'avoir laissé tout en le sachant, finalement, son armée se corrompre, les agents infiltrer son pays, en se disant, bon, de toute façon, le panarabisme est mort, la cause palestinienne a perdu, n'a plus le même sens qu'elle avait du temps de Habash, je suis là depuis 40 années, j'ai laissé les Américains revenir sur le plan économique et pétrolier, je ne fais plus chier les sionistes, j'ai participé à la lutte contre Al-Qaïda activement, ils vont me foutre la paix et me laisser vieillir en paix. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé non seulement de le virer, de virer du pouvoir, mais de l'assassiner, et de l'assassiner comme ils ont assassiné Saddam Hussein, c'est-à-dire en l'humiliant, et surtout toujours de manière satanique en ne le faisant pas eux-mêmes, en allant chercher une horde de voyous, les mêmes qu'on a chez nous, qui l'ont tué, humilié de manière abjecte en criant à la barre. Ce ne sont pas des agents impériaux qui l'ont fait. Ils ont sous-traité, comme toujours, exactement dans ce que j'appelle moi la logique bourgeoise, c'est le problème n'est pas de tuer, mais de ne jamais avoir de sang sur les mains. Comme ça, Bernard-Henri Lévy n'a pas de sang sur les mains, vous voyez. Et surtout, au niveau de l'inconscient collectif français, ce qu'ont vu les Français, c'est des musulmans haineux, qui tuent des gens en criant à l'Akbar et qui ont tué d'ailleurs des milliers d'Africains. Et tout ça fait partie du projet de demain. Ça fait monter la haine contre... Aujourd'hui, le musulman, grâce à Bernard-Henri Lévy et l'opération libyenne, pour le français de base, c'est la CNT libyenne. Hein, c'est-à-dire que tout ça, non seulement on a détruit un pays qui résistait encore un peu à l'Empire, mais on a mis en place au niveau de l'imaginaire collectif le scénario de la guerre civile de demain et de la guerre mondiale de demain contre le musulman, qui pour tous les Occidentaux, grâce à la télé, y compris Al Jazeera, on va parler d'Al Jazeera, du rôle du Qatar, et de tout cet islam collabo ignoble des pays du Golfe, grâce à Al Jazeera, pour l'occidental moyen, le musulman et le guerrier musulman, c'est le voyou assassin du CNT. Voilà. Donc voilà dans quoi on est aujourd'hui. C'est assez transparent et assez facile à dire. J'ai pas beaucoup de mérite d'une certaine manière. Malheureusement, le dire et le comprendre, par rapport au phénomène de masse, à la puissance de l'Empire sur le monde de l'argent, sa capacité de corruption, sa domination des médias, et le travail de destruction des intelligences, du logos, des consciences citoyennes, des consciences morales tout court, qui s'est accompli par le libéralisme libertaire depuis 30 ou 40 ans, parce que là on a fait 30 ans de libéralisme libertaire pour détruire la morale, et maintenant on passe au libéralisme sécuritaire, c'est-à-dire au libéralisme violent, pour passer de la phase de l'immoralité à la phase de la violence, et on voit que tous les bobos sont prêts. On le voit que tous les bobos sont prêts. Charlie Hebdo est le marqueur du fait que le bobo, en plus d'être une tafiole, est un type qui valide l'assassinat de masse demain. Voilà. Ça peut être le nom de l'antifascisme, de l'anti-islamisme, etc. C'est une lopette assassin, vous voyez ce que je veux dire, c'est le pire. Et c'est, la jeunesse française est majoritairement, comment dirais-je, fabriquée sur ce logiciel. C'est la culture Canal+. Voilà. Tout le monde s'est félicité de ce qui s'est passé en Libye, c'est-à-dire de l'assassinat d'un leader légitime de manière dégueulasse. Ça n'a choqué personne. La mise à mort filmée de Kadhafi n'a choqué personne. Je n'ai pas vu un petit connard d'animateur de Canal+ s'en offusquer, un Ariel Wiesman s'en offusquer. C'est-à-dire qu'ils ont déjà validé, exactement comme ils avaient validé comment dirais-je, le châtiment du peuple allemand à Dresde. Et vous voyez, et le châtiment du peuple japonais à Hiroshima et à Nagasaki. Vous voyez, c'est le bobo, l'islamo-racaille et le catho-sioniste sont sans doute les pires salopards que le système satanique mondialiste ait produit, et ils seront les acteurs du bain de sang. Vous voyez, ils seront ceux qui vont valider le bain de sang. Même s'ils ne participeront pas, tous, parce qu'en fait c'est des très petits groupes qui participent. La guerre, c'est souvent beaucoup de spectateurs terrifiés et peu d'acteurs. Parce que l'occupation française, c'est 90% du peuple qui attend, et 3% qui résistent et 3% qui collaborent. Et j'ai beaucoup plus de respect d'ailleurs pour les collabos et les résistants authentiques, qui sont des guerriers qui mettent leur peau sur la table, que pour ceux qui attendent de voir qui va gagner, et qui ont applaudi. Il ne faut pas oublier
en 1934 à la mise à mort de Stavisky, en 1936 à l'élection de Léon Blum, en 1940 au plein pouvoir de Pétain, et en 1945 à De Gaulle. C'est les mêmes connards de téléspectateurs canal-plusiens qui ont applaudi à ces 4 acteurs qui étaient strictement inconciliables. C'est pour ça que la démocratie, je le dis clairement, est de la merde. Le peuple, au sens où on entend cette démocratie de marché et d'opinion, est de la merde. Et c'est parce que c'est ce peuple qui se pose la question de savoir s'ils vont voter Sarkozy ou peut-être Hollande, parce que c'est ça le peuple aujourd'hui de France. On va peut-être voter Hollande, Sarkozy nous a un peu menti. Ce peuple est de la merde. Hein. La démocratie de marché et d'opinion, c'est de la merde. Le système électoral, c'est de la merde. Et la seule solution, effectivement, dans cette période, est la dictature éclairée. C'est clair. Hein. Voilà. C'est-à-dire de trouver un leader qui incarne, comme a pu le faire Jeanne d'Arc à un moment donné, ou De Gaulle à un autre moment, qui incarne, ou Péronne, qui incarne l'intelligence, l'honneur, la dignité, la conscience d'une nation. Et malheureusement, nos ennemis nous disent que ça, c'est le fascisme. Moi, je pense que ça, c'est le salut du bien et la seule possibilité demain du retour à la démocratie. La politique, c'est faire avec ce qu'il y a et le moins pire. Hein. Soit on est religieux. Alors si on est religieux, on attend quoi? On attend le retour du Mahdi, hein, de l'imam caché. On attend que l'antéchrist se montre en pleine lumière. Et on attend que Issa, le Christ, qui est le même finalement pour les catholiques que pour les musulmans, finalement viennent rejoindre le Mahdi pour ensemble vaincre l'antéchrist. Voilà, ça c'est si on est religieux. Si on n'est pas religieux, on espère demain, par exemple, que la personne politique en France qui est le plus haut dans les sondages, qui bénéficie quand même d'un appareil, d'une logistique, etc., et qui est quand même pas tout à fait sur la ligne de tous les autres, se rapproche le plus possible du pouvoir, et cette personne-là, je suis désolé de le dire, c'est Marine Le Pen et personne d'autre, parce que Dupont-Aignan fait 1%, parce qu'il y a personne. Voilà, donc moi, en âme et conscience, l'année prochaine, ça sera un acte politique, hein, ça sera pas un acte, comment dirais-je, d'adhésion, parce que je connais bien Marine Le Pen et son entourage, donc je ne rêve pas, hein, je suis allé voir de près, ça ne fait pas rêver tant que ça, mais par contre, j'espère que Marine Le Pen sera au 2e tour et qu'elle éjectera Sarkozy dès le 1er tour, et j'espère, bien que je pense que Hollande risque de gagner, puisque tout est prévu pour ça, qu'elle fasse le plus haut score possible au 2e tour, et comme les législatives maintenant sont couplées à la présidentielle, qu'elle fasse éclater l'UMP, ce qui est essentiel, et qu'il y ait un groupe Front National à l'Assemblée, comment dirais-je, le plus vaste possible, et que ce groupe Front National porte les idées qui soient le plus proches possible des miennes, c'est-à-dire de la ligne gauche du travail, droite des valeurs, c'est ce à quoi je travaille, et qui ne soit pas sur une ligne néoconservatrice, identitaire, anti-musulmane primaire, de type néolibéral raciste, c'est-à-dire qui ne soit pas du tout sur une ligne Italie du Nord, Ligue lombarde, etc., ou extrême droite anglaise ou extrême droite hollandaise, mais sur une liste populiste, égalité et réconciliation. Et c'est, modestement, moi c'est ce à quoi je travaille, c'est-à-dire à faire monter le niveau du Front National. Je crois que j'ai fait pas mal de boulot d'ailleurs à l'époque où j'y étais, parce que sur la ligne économique de Marine Le Pen, je la trouve parfaite, et sur l'islam, elle dit quand même moins de conneries qu'il n'y a pas longtemps, et je pense qu'elle commence à faire la nuance entre l'islamo-racaille, finalement, sous sponsoring impérial et sioniste, et les musulmans du quotidien, qui, moi, c'est ce que j'appelle la droite des valeurs, le fond de la foi, qui en fait, je le dis, ont vocation à voter Front National et à rejoindre, d'ailleurs pas le parti Front National, mais la résistance française. Et en fait, moi je me sens très proche des musulmans authentiques et honnêtes dans mon combat de libération et d'émancipation. C'est ceux dont je me sens le plus proche, avec les catholiques intègres, que les autres appellent catholiques intégristes, et avec les communistes restés authentiquement communistes, c'est-à-dire ceux qui sont sur la ligne de Georges Marchais, c'est-à-dire ceux qui pratiquent encore la lecture de classe, et que quelqu'un comme Thibault ou quelqu'un comme Mélenchon sont chargés de trahir, de manipuler. Voilà. Et en fait, cette union sacrée-là, qui est l'union sacrée gauloise de résistance aux forces impériales et du mal, correspond exactement aux adhérents d'égalité et réconciliation. Parce que nous avons un tiers de types qui viennent du gauchisme et du marxisme, mais qui ont prolongé leur analyse pour échapper au bobo-gauchisme. Nous avons un tiers des gens qui viennent du camp national, mais qui ne sont pas tombés dans le piège identitaire sous sponsoring sioniste, et un tiers des gens qui viennent de l'islam et qui aujourd'hui sont ce que j'appelle les musulmans patriotes, c'est-à-dire qui sont des Français musulmans, et pas des Français de papier qui prolongent
la haine de la décolonisation, comme le fait le Parti des Algériens de la République, qui se prétendent français, mais qui sont systématiquement en fait des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, qui finalement foutent comme Jamel Debbouze tout leur pognon là-bas, passent leur temps finalement à mépriser la France ou à penser qu'ils sont là pour la baiser, mais par contre qui baissent les pieds dans leur propre pays, soit de juntes militaires, soit de rois dégénérés, homosexuels, sous contrôle intégralement sioniste. Je rappelle le projet Aladdin au Maroc, le rôle de la famille Azoulay. Voilà, quand je vois le petit Jamel Debbouze, qui est une petite merde, une petite ordure, insulter De Gaulle et se prosterner devant M6, là je sais exactement ce que valent ce genre de gens. Voilà. Et ces gens-là ne font pas partie des gens de gauche qui mèneront le combat de la résistance. On sait bien que Jamel Debbouze a dit qu'il votera pour le Parti Socialiste, il a déjà fait son petit boulot de collabeur et de tapin, qui depuis qu'ils sont là ne font que tapiner pour le PS, ce qu'on appelle le Parti Socialiste, contre des miettes de petits pouvoirs symboliques. Mais par contre, dans cette résistance telle que je la conçois, de type spartakiste, il y aura bien le prolétariat français, la classe moyenne française catholique, les musulmans patriotes, c'est-à-dire ce que j'appelle moi les gens issus de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Pour moi, c'est clair. Je les ai à toutes mes réunions. C'est ceux qui ont la lecture la plus fine de la réalité aujourd'hui. C'est ceux qui ont le positionnement moral le plus solide. Et c'est ceux qui ne tombent pas dans les pièges et qui ne se trompent pas d'ennemis et prennent des positions courageuses et échappent au petit fromage communautaire qui est le piège de chacun de nous, qui est de vivoter dans son petit fromage communautaire, l'antiracisme institutionnel, l'islam sponsorisé par le pays dont est issu l'imam, etc., la soumission au CRIF, la soumission au ministère de l'Intérieur. Enfin voilà, toute cette analyse, cette vision, elle est à la fois théorique et pratique, puisque par déduction, ça ne peut être que ces gens-là qui feront un boulot. Et comme par hasard, c'est ces gens-là qui lisent mes livres, ces gens-là qui s'intéressent à ce que je fais, ces gens-là qui rejoignent Marine Le Pen, mais ces gens-là aussi qui critiquent le Front National pour ce qu'il a encore de mauvais. D'ailleurs, je le dis clairement, quand j'avais reproché à Le Pen la campagne avec les minarets à Marseille, la réponse qui m'a été faite, c'est on sait très bien que c'est une saloperie, mais on est au bord de la faillite, on a fait 4,5, il faut remplir les caisses, et pour remplir les caisses en région PACA, compte tenu de la bourgeoisie pied noir qui vote Front National, il faut leur coller du minaret, c'est des cons, mais c'est comme ça. Voilà. Donc c'était une réponse honnête, vous voyez, c'est que le Front National est aussi une boutique avec des problèmes de boutique. Moi je peux faire de la politique pure parce que je suis dégagé de toute contingence matérielle, et je dirais quantitative électoraliste, ce qui fait que c'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de politique au sens strict du terme, mais il faut bien comprendre que parfois le Front National prend des positionnements, comme d'aller rencontrer vaguement l'ambassadeur d'Israël à l'ONU aux États-Unis, parce que c'est ça la politique politicienne. C'est quelque chose, comme disait Sartre, où il faut forcément un peu avoir les mains sales. C'est une espèce de parcours d'obstacles, et un peu comme Henri IV qui disait, ou qui n'a jamais dit d'ailleurs, mais c'est pas grave, que Paris vaut bien une messe. À des moments, il faut faire des choses contre nature, des sacrifices, jouer une espèce de partie d'échecs subtile, que ne comprennent pas souvent les jeunes un peu excités, qui, d'un seul coup, sous prétexte que Marine Le Pen essaierait comment dirais-je, d'apaiser la fatwa de la communauté juive organisée contre le Front National, qui est une fatwa officielle, traçable, quand le Beni Brit, c'est-à-dire la plus grande maçonnerie du monde, qui est la maçonnerie juive, a décrété de mort politique quiconque ne respecterait pas la barrière sanitaire qu'eux-mêmes avaient mis autour du Front National et qui s'est appelé l'Arc républicain. C'était l'interdiction pour quiconque, pour tout homme politique français, de collaborer avec le Front National même au niveau local. Le seul qui a outrepassé la directive était Charles Millon, il a été exterminé pour ça, et cette directive est venue du pouvoir réel qui a le pouvoir sur la politique française, qui est le Nébrit, c'est-à-dire la franc-maçonnerie juive mondiale. Tout ça est traçable de A à Z. Voilà, donc, ce qui est bien en tout cas, c'est que ça permet de voir la réalité du pouvoir. Donc voilà, pour finir la digression, moi, je voterai Marine Le Pen, mais je comprends très bien par contre que certains qui ne sont pas des Français de souche catholique comme moi, ne le feront pas, et je leur demande pas de le faire. Simplement, je leur demande en conscience de comprendre que Marine Le Pen est sans doute des candidats à la présidentielle, celle qui est la moins dans le système et qui a le plus gros potentiel électoral. Donc, par définition, la moins pire est la meilleure candidate pour résister au système par le moyen
du vote démocratique. Il y a d'autres moyens de résister. Mais si à un moment donné il faut aller voter et jouer le jeu du vote, effectivement la plus grosse quenelle qu'on puisse glisser au système sera sans doute le vote Front National. Voilà, et analyser comme ça, c'est sans doute ce que j'irai faire moi-même. C'est ce que je fais depuis des années d'ailleurs. Et puis voilà, en espérant qu'effectivement ça foute en l'air le plus possible le système. Parce que aussi c'est l'entre-deux tours sera très intéressant s'il y a ce 21 avril à l'envers. Là. Les masques tomberont, on verra ce que dira Dupont-Aignan, on verra ce que dira Zemmour. C'est très intéressant les situations de porte-à-faux comme ça, parce que c'est des moments de vérité. Voilà. On verra comment le système se défendra, lynchera, trahira tous ses présupposés, comme il le fait à chaque fois quand il est en danger de mort. Ça me fait penser à la phrase, soi-disant de Voltaire, qui n'est pas de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez défendre vos idées. C'est la phrase la plus stupide et la plus malhonnête et la plus mensongère qui a jamais existé. C'est une phrase de d'Ignoranville pour plaire, pour séduire les gonzesses. Dans la réalité, on ne donne jamais l'arme à son ennemi en période de guerre pour se faire flinguer. On fait tout pour le buter, et de préférence de dos et dans le noir. Voilà. Donc, je rappelle bien cette petite remarque. Quiconque vous sort cette phrase, c'est ce que dit Ménard en ce moment, etc., est un escroc et un menteur. Voilà. La vraie phrase, c'est celle de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, parce que la guerre c'est dangereux, on risque de mourir déjà quand on se bat du mieux qu'on peut, on ne donne jamais les moyens à l'autre de vous flinguer, ça n'existe que dans les films de KPDP, les mauvais westerns, ça nous est vendu par Hollywood, ça n'existe pas dans la réalité, et personne ne le fait. Voilà. La politique, ce n'est que des coups bas, des coups tordus, et donc cessez de répéter cette phrase stupide, et surtout cessez d'y croire. Voilà. Des mouvements sociaux émergent via Internet, Occupy Wall Street, Rassemblement Facebook, Anonymous, et semble être la marque de fabrique d'une génération qui a décidé de rompre avec les anciens modèles. Qu'en pensez-vous? Moi, les mouvements d'indignés m'intéressent à plusieurs niveaux. Déjà, oui, parce que c'est des mouvements qui, en apparence, sont spontanés, c'est-à-dire ne répondent pas aux vieux critères classiques du syndicalisme organisé, des mots d'ordre de parti. Et après, il y a plusieurs façons de s'y référer. Ça ressemble beaucoup, malheureusement, aux mouvements financés par Soros, qu'on appelle les mouvements de société civile, basés beaucoup sur des étudiants, qui ont permis notamment, via des fondations comme l'Open Society Foundation, du milliardaire juif spéculateur Soros, qui ont permis d'achever, de démanteler l'ancien glacis soviétique, qui sont des trucs qui, en général, qui puent la merde, c'est-à-dire des mouvements de petits crétins ou de petits bourgeois étudiants manipulés, payés, etc., formés pour faire ce qu'on appelait les révolutions oranges, les révolutions colorées, là, voilà, donc, ça peut ressembler à ça. On voit d'ailleurs que c'est les mêmes baratins, révolution de jasmin, révolution colorée. On retrouve les mêmes trucs d'agence de pub, et la marque de l'ombre de Soros et de ces trucs derrière. Alors après, chez nous, on a les indignés en France qui peuvent ressembler à ça. Moi, je suis allé voir un peu à Bastille. C'est une horde de crétins d'extrême gauche, dont le mot d'ordre était d'empêcher les Soraliens de débarquer et qui traitaient de fascistes quiconque critiquait le mondialisme économique ou parlait du siècle, etc. Donc ça, c'était pas très crédible et j'avais l'impression que, comme toujours, c'était des mouvements trotskistes dont le boulot est d'anticiper les colères sociales et populaires et d'aller les infiltrer pour les contrôler et les noyauter. Ça rappelle mai 68, il faut savoir par qui a été fait mai 68, et qui est passé à la caisse et qu'est-ce qui reste de mai 68. Les leaders de 68, qui restent aujourd'hui, qui sont passés à la caisse, ne sont tous, finalement, des petits trotskistes juifs ralliés au mondialisme. Voilà. Et on a toujours ce même manipulation, mainmise du trotskisme dès qu'il s'agit de détourner des luttes sociales au service, finalement, de l'oligarchie et finalement du capital. Le rôle de Mélenchon typique, ancien trotskiste de l'OCI, passé par 37 ans de PS avant d'en sortir, 2 fois sénateur, et qui aujourd'hui ça me fait penser à une vieille pute qui prétend se marier en blanc. Voilà. On a toujours donc, dans ces mouvements d'indignés, toujours des manipulateurs trotskistes et des crétins étudiants qui travaillent finalement pour rien contre leur propre camp. Je les ai eu systématiquement dans la gueule, avec les punks à chiens de la CNT, les types de la ex-LCR devenue NPA. Je me félicite d'ailleurs d'être un des responsables de la mise à mort symbolique et politique de Besancenot. On l'a liquidé, j'ai mis 5 ans, on l'a liquidé par la base, sur le terrain. On l'a fait contester systématiquement par sa base et sur son terrain, sur ses contradictions de classe, ses mensonges et ses allégeances. Et il n'a pas tenu le choc. Il a craqué. Voilà. Mélenchon a été appelé d'ailleurs pour le remplacer, parce qu'il
d'une stature un peu plus rigoureuse, mais ils jouent le même rôle. Voilà. Donc on a, dans ces mouvements d'indignés en France, on a cette composante révolution colorée, manipulation des étudiants, toujours cet encadrement trotskiste qui amène à Soros, qui amène à tous ces types qui ont fait la FNAC, qui ont fait MK2, enfin tu vois, tous ces types qui ont commencé dans l'extrême gauche et terminé dans le grand capital mondialiste. Il suffit de voir leur trajectoire. Et après, on a les indignés américains, le mouvement des 99%, qui à mon avis n'est pas tout à fait du même ordre. J'ai plus d'espoir pour ces mouvements-là, parce que ça a l'air d'être... D'abord parce que eux, ils vont contester Wall Street sous Wall Street, ils sont pas à Bastille. Hein. On voit effectivement, ce qui est très intéressant contrairement à ici, où on chasse soi-disant les antisémites, là-bas c'est beaucoup, entre guillemets, de gens qui font un lien entre la catastrophe de Wall Street, le pouvoir des 1% financiers et la composante profondément juive de tout ça. Donc ça pour moi c'est plutôt un bon signe, hein, avec des noirs effectivement qui montrent du doigt ces mouvements, cette responsabilité juive. Ici ça serait considéré comme quelque chose de disqualifiant, là-bas je pense que plutôt qui montre la crédibilité, la spontanéité de ces mouvements-là. Et quelque chose de très intéressant en ce moment, c'est le fait que des vétérans et des gens issus de l'armée, les vétérans c'est quelque chose d'assez important aux États-Unis, se joignent aux manifestants pour les sécuriser et les protéger face aux violences policières. Et ça c'est plutôt très bon signe. Dans mon bouquin Comprendre l'Empire, j'ai bien dit que l'Empire, qui est un empire vétérotestamentaire, judéo-protestant, capitaliste et guerrier, enfin, j'ai bien analysé tout ça, j'ai dit c'est l'alliance de la cruauté anglo-saxonne incarnée par l'armée américaine et du mensonge talmudique incarné par le capitalisme purement spéculatif des Ben Bernanke, etc. J'ai bien dit que l'espoir que cet empire à double composante soit vaincu, c'est qu'il s'écroule là où il puise sa puissance actuelle, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est pour ça que je pense que l'Empire est pressé d'arriver au chaos final et à la Troisième Guerre mondiale, parce que si le statu quo reste tel qu'il est en ce moment, ils risquent de perdre leur pouvoir aux États-Unis, et s'ils perdent leur pouvoir aux États-Unis, ils perdent le pouvoir totalement. Il faut bien. Et ça aussi a à voir avec la situation israélienne. Aujourd'hui, Israël tel qu'il est, dans sa composante géographique, n'est viable que si le lobby sioniste contrôle les États-Unis. Et en fait, la force israélienne, c'est la puissance américaine. Si jamais le lobby sioniste perd le contrôle des États-Unis, parce que son pouvoir sur le Congrès est tellement visible aujourd'hui que le peuple américain a compris que le pouvoir américain n'était plus à l'Amérique et aux Américains, mais était à la minorité judéo-sioniste, ce qui est une évidence certaine. Si jamais ce peuple américain se révoltait et chassait ses élites du pouvoir, ce qui est le concept même de leur slogan 99%, contre les 1%, Israël s'écroulerait, je dirais, le lendemain. Pour qu'Israël soit viable en tant que puissance autonome, il faut le grand Israël. C'est le grand Israël ou rien. Ce qui veut dire que le projet sioniste honnête, qui est porté d'ailleurs par la droite israélienne, et c'est pour ça que je la respecte plus que la gauche israélienne, ce n'est surtout pas le partage de deux États, on a bien vu qu'ils étaient contre, même si c'était symboliquement sur un timbre-poste, mais c'est le grand Israël. Le grand Israël qui est sur la pièce de la Shekel, au nom du projet biblique. C'est-à-dire c'est bien un projet théologico-militaire, hein, Israël, rien d'autre. Ça n'a jamais été un projet socialiste, ni un projet laïque. Ça a été vendu pour les couillons, mais ça n'a jamais été le cas. C'est un projet religieux de A à Z, religieux et bancaire. Et c'est la même chose. Hein. Voilà. Le religieux passe par le bancaire, et le bancaire passe par le religieux, comme le dit très bien Lloyd Blankstein, le patron de Goldman Sachs, et comme d'ailleurs c'est rappelé par tous les exégètes honnêtes qui ont pu faire un travail critique jusqu'à l'aube du XXe siècle. Après, ça n'a plus été possible. Il suffit de lire la question juive de Marx pour comprendre le lien qu'il y a entre le judaïsme et l'or, et l'argent. Voilà. Donc, on voit bien aujourd'hui que le jeu, c'est qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis demain? Est-ce que le peuple américain va chasser ses élites du pouvoir? Et ces élites, ça sera chasser Wall Street, ceux qui tiennent la réserve fédérale américaine, et ceux qui ont gangréné progressivement le projet américain et l'Amérique des pères fondateurs. C'est une clé décisive. Autre clé importante, est-ce que la Russie incarnée par Poutine, qui est le seul contre-empire d'échelle suffisante pour oser s'opposer à l'empire, va se maintenir et maintenir sa position incarnée par Poutine de résistance à l'empire? Je vous fais remarquer que Poutine n'a pas pu ou pas voulu protéger, comment dirais-je, la Libye de Kadhafi. Elle est tombée très très vite. En revanche, la Russie dit non à la mise au pas, à la destruction de la Syrie, et pour l'instant, la Syrie tient. Donc en réalité, il y a cette clé, est-ce que l'Empire va s'écrouler là où il tient son pouvoir,
comme un asticot dans un fromage, je l'ai dit, ou un coucou dans le nid d'un autre oiseau, c'est-à-dire en Amérique. C'est ce qu'il faut regarder dans les temps à venir. Et est-ce que la Russie poutinienne pourra continuer à fédérer la résistance? Parce que sans la Russie poutinienne, il n'y a pas l'Iran, il n'y a pas le Venezuela. Voilà, hein, voilà tout ça. Donc regarder l'empire aux États-Unis et l'empire et le contre-empire en Russie. Tout le reste en découle, et y compris la situation de la France, parce que demain il faudra choisir à un moment donné soit entre l'Europe telle que la voulait De Gaulle, c'est-à-dire une Europe Paris, Berlin, Moscou, soit cette fausse Europe qui est une destruction de la France, qui est l'Union européenne, qui est passée d'ailleurs par la perfide Albion, comme toujours, la mise au pas de l'éviction de De Gaulle et la trahison de toutes nos élites qui amène à la trahison finale du pouvoir sarkozyste, de son ouverture à gauche qui était en fait l'union sacrée, on va dire l'union sacrée américano-sioniste, hein, il suffit de voir qui l'a coopté, de Kouchner à Bernard-Henri Lévy. Enfin, ça devient de plus en plus visible et transparent. Hein. Ne pas identifier l'origine communautaire des Attali, des Kouchner, des BHL, et l'importance que ça a sur leur positionnement, devient bien... c'est de la lâcheté, c'est évident, mais au niveau intellectuel, ça devient intenable. Donc, à un moment donné, et j'ose le dire parce que c'est la vérité, tout simplement. Après, savoir si ça serait condamné par la justice, ben ça c'est le problème de savoir si la justice est encore la justice, la République et la France. Mais c'est pas mon problème. Voilà. Mais donc on voit bien, effectivement, et n'oubliez pas que 2012, qui est une année magique pour des tas de raisons, est aussi l'année où il y a la réélection du président américain, l'année de la réélection du président russe, l'année de l'élection du président français, l'année aussi peut-être du renouvellement du bail de 99 ans de la réserve fédérale américaine, qui, comme il faut le savoir, n'est ni une réserve ni fédérale ni américaine, mais qui est le bail de la mise sous tutelle du dollar et donc des États-Unis par le cartel bancaire mondialiste, des banques en fait qui derrière la réserve fédérale américaine tiennent le dollar et donc tiennent le monde à travers cette fausse monnaie. Donc 2012 est une année clé, une année magique, une année mystique pratiquement, et c'est dans quelques mois. Voilà. Donc c'est pour ça que la période est très intéressante, très dangereuse, et ça peut être, comme je l'ai dit dans mon bouquin, le titre Comprendre l'Empire, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Alors évidemment, le bémol que j'aimerais, c'est que ça peut être aussi la gouvernance globale par la révolte des nations manipulée, ce qui fait que finalement on passe de petits potentats locaux comme en Tunisie et en Égypte à finalement des technogestionnaires d'une chaîne globale, et finalement le peuple s'est fait voler sa révolution, et finalement on a remplacé un petit dictateur local qui était un voyou par un technogestionnaire de la voyoucratie mondialiste, c'est-à-dire on change d'échelle, et c'est ça le danger de la Tunisie et de l'Égypte de demain, c'est de savoir si on va remplacer des Ben Ali par des technogestionnaires formés en Angleterre, aux États-Unis, et qui sont arrêtés des cadres du FMI, et pour cacher qu'ils sont des cadres du FMI, effectivement, donne un petit peu de charia, c'est-à-dire un petit peu de babouche et un petit peu de djellaba et un petit peu de foulard, pour calmer la colère populaire et le désir de fierté populaire qui est sur deux trucs très identitaires, très forts dans le monde musulman, dont les peuples souffrent terriblement sur le plan économique, c'est la fierté d'être musulman et la défense de la cause palestinienne. Et donc on donnera le change, comme le fait la Turquie très ambiguë en ce moment, en sponsorisant des espèces de Rambo antisionistes, genre la vallée des loups, qui ne sont jamais que du cinéma, parce qu'en réalité derrière, c'est sionisto-compatible, il n'y a pas de problème, avec une base de l'OTAN, enfin il suffit de regarder, ou si on laissera les frères musulmans accéder au pouvoir de la société civile en Égypte, Tariq Ramadan pourra retourner faire le beau là-bas, mais effectivement, au service d'une économie monde, sous contrôle américain, avec les relais saoudiens, le rôle très pervers et ambigu de l'OPEP, etc., etc. Voilà, tout ça se joue demain. Je pense que mon analyse globale est, à mon avis, assez incontestable. Elle est, à mon avis, aussi la plus précise, la plus complète, la plus courageuse aussi de toutes celles qui sont produites. Je dis que ce que dit Emmanuel Todd à côté de ce que je raconte, c'est du pipi de chat. Du pipi de chat, c'est rien, c'est pas de balle, c'est zéro, c'est tout petit joueur. Ce que dit Nietzsche, c'est pas grand chose non plus, c'est tourner en rond dans la critique de la double éthique du libéralisme sans jamais passer des concepts aux concepts incarnés par les communautés et les idéologies qui les portent. Donc je prétends de façon très arrogante que mon analyse globale aujourd'hui est la plus complète, la plus profonde, la plus fine et la plus courageuse. Voilà. Et que tout le monde y viendra d'une façon ou d'une autre, je veux dire,
et que de toute façon elle s'imposera par les faits. Voilà. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Après, je vous dis, le problème, c'est de savoir ce qu'il en sera demain de ma sécurité, je sais pas comment dire, pécuniaire, judiciaire et physique, c'est tout. Mais la mise en danger physique est souvent dans l'histoire la preuve d'un discours de vérité. Et je vois pas pourquoi ce qui était valable hier ne serait plus valable aujourd'hui. Voilà. Il est, la façon dont je suis en porte-à-faux par rapport à certaines milices, la manière dont je subis bizarrement des contrôles et des redressements fiscaux alors que je ne gagne pas d'argent et qu'il y a d'autres gens à contrôler et à redresser, la façon dont je subis un boycott total des médias, etc. Et pour moi, la preuve, et de la preuve par neuf, je dirais, de la validité de mes thèses. C'est pour ça que je n'ai pas du tout de sentiment d'absurdité ou d'injustice. Il est totalement anormal qu'un quelqu'un qui prétend lutter contre le système ou résister au système soit chroniqueur chez Ruquier. C'est pas possible. Voilà. Donc je dis, et ça n'a rien à voir, comme on me l'avait dit, avec une démarche christique. Je ne suis pas dans une démarche de martyr et je ne prétends pas que je vais ressusciter. Je suis dans une démarche qui a une toute petite composante héroïque. C'est tout. Voilà. Une toute petite composante héroïque. Ça s'inscrit dans quelque chose de très traditionnel qui a à voir avec des tas de moments d'histoire. Il y a des petits moments héroïques comme ça, des gens qui sont un peu héroïques comme les Dieudonné en ce moment, on n'est pas beaucoup mais un petit peu, comme les Pierre Gard, comme les Étienne Chouard, des gens qui ont touché du doigt la vérité par leur analyse et qui ont touché du doigt la vérité qui ne devait pas être dite, se sont fait taper sur les doigts par les flics du système, et au lieu de se soumettre et de se coucher ou de ne plus aller là où c'est dangereux. Alors ça peut être se coucher et mentir, comme le font, comme Dantec, se coucher et mentir, comme les gens de Charlie Hebdo, ou ne pas aller là où c'est interdit, comme Emmanuel Todd ou Michéa, mais ceux qui osent continuer à faire leur travail, c'est-à-dire de mettre les idées les unes devant les autres, et aller là où, malgré le danger ou l'interdit symbolique, se faire traiter de révisionniste, d'antisémite, etc. Ces gens-là sont un certain nombre en France, ils sont comme moi, ils font leur boulot, ils ont une audience, et ils seront vengés par la postérité ou aidés par les anges. Jérôme croit aux anges. Il me dit d'ailleurs que je suis né le jour, dans le temps, dans le calendrier catholique qui a été, nettoyé de tout ce qui faisait sa puissance réelle sur le monde réel. L'angélologie a été retirée du catholicisme. L'anniversaire des anges dans le catéchisme, c'est le 2 octobre, c'est le jour de ma naissance. Voilà. Donc, Jovanovic me dit que je suis peut-être protégé par les anges, les musulmans me disent autre chose, voilà. Je suis dans un combat pour la vérité qui a une petite dimension héroïque, mais qui n'est ni une dimension suicidaire, ni une dimension de martyr, ni une dimension, je dirais, comme Nab, de me prendre pour un élu, etc. Je fais le minimum pour pouvoir, me regarder dans une glace. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on soit si peu nombreux à faire ce minimum. Je ne sais pas comment font toutes les hordes de salopards que je connais depuis l'âge de 20 ans et qui m'ont accompagné dans les médias jusqu'à ce que j'en sorte. Je parle des types qui travaillent aujourd'hui à Canal+, dans la presse, etc. Que je connais tous personnellement, je ne sais pas comment font tous ces hordes de salopards pour accepter des sodomisés de l'esprit à ce point-là, et comment ils trouvent, comment ils arrivent à trouver de la qualité de vie en étant des sodomisés à qui on a offert un slip en soie, vous voyez, voilà, ce sont des sodomisés pour moi. Je pourrais même citer des types qui m'invitaient encore il n'y a pas très longtemps, mais qui ne le font plus et qui pour moi sont des sodomisés subtils. Je ne sais pas comment ces gens-là font pour regarder leurs enfants dans les yeux, se regarder dans une glace, arriver à bander même simplement, à pouvoir encore fonctionner selon ce que j'appelle moi la virilité symbolique. C'est la question que je me pose. Je pense que tout ça est la conséquence d'un travail de destruction très lent et très long et très pervers qui s'est accompli sur plus de 2 siècles. Et c'est pour ça qu'à la fois je dis que le peuple de France aujourd'hui n'est plus grand chose, mais à la fois je ne peux pas vraiment lui cracher à la gueule parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Je pense que ça fait plus de 2 siècles qu'on détruit le bien, l'intelligence, l'honneur, la viralité par tous les moyens. Et ce travail de destruction s'est accéléré de façon vertigineuse depuis mai 68.
On a encore passé la surmultiplier au tournant des années 90, et là on est arrivé effectivement à une société de sodomites, au sens symbolique du terme, qui ressemble exactement à ce que décrivent les textes de la fin des temps, y compris dans la tradition, le Kali Yuga, etc., sur le moment où des sociétés complètes méritent d'être châtiées intégralement, tellement elles sont dégénérées et déshonorées dans leur masse. Voilà. Et c'est là où moi je rejoins, de façon, je dirais presque matérialiste, la vision traditionnelle, au sens la plus, je dirais, radicale du terme, c'est-à-dire, et voilà, la théorie des âges, voilà, qui fait qu'on passe de l'âge d'or à l'âge sombre, etc. Et j'essaie juste un petit peu de ne pas être totalement déshonoré dans ce monde actuel. Quel a été le déclencheur, l'élément ou l'événement qui vous a ouvert les yeux? Donc, on va simplement passer sur les mensonges mondialistes. C'est vraiment un processus progressif avec ce qu'on appelle le saut qualitatif. Par le fait que moi je suis un déclassé, déjà, c'est-à-dire un type qui a un pied dans la bourgeoisie, et la bourgeoisie des livres, et un pied dans le monde, je dirais presque le sous-prolétariat, c'est-à-dire le monde de la survie. Je suis un type qui a pu, pour des raisons de survie, intégrer ce que j'appelle l'univers du culturo-mondain, notamment dans toutes les années 80. J'ai travaillé dans le journalisme, j'ai travaillé dans le cinéma, j'ai travaillé dans l'art contemporain, c'est-à-dire que j'ai un parcours qui fait que j'ai pénétré des domaines, des secteurs qui sont les secteurs clés de la domination symbolique, et que j'ai vu à chaque fois une surreprésentation communautaire, des mensonges, des gens mis de côté pour leur capacité, leur talent ou leur fidélité à des idées. C'est-à-dire que j'ai vu, quand je dis le diable existe parce que j'ai vu bien sûr, j'ai vu tout ça tout simplement. J'ai été journaliste, j'ai eu la carte de presse, j'ai vu comment les pro-palestiniens et les mecs qui n'étaient pas soumis au sionisme étaient systématiquement virés. J'ai vu comment dans des soirées, que ce soit les Jeudis du Seuil, des soirées Gallimard, le mot centre rachis juif revenait systématiquement. Les gens ne se cachaient même pas pour te dire, même devant moi, c'est-à-dire, voilà, nous avons pris le pouvoir, c'était en gros explicite et clair, et après tu avais le droit d'être là comme exactement un manant face à une nouvelle aristocratie. J'ai vu tout ça. J'ai vu ça dans le milieu du cinéma, j'ai vu la destruction du Parti communiste de l'intérieur, puisque j'y étais, par les trotskistes. Ma propre tête a été demandée par Bernard Lévy à l'époque du complot brun-rouge, quand on s'est fait chasser du PC, parce qu'on essayait de résister à la mise au pas du PC au moment de l'affaire yougoslave. J'ai vu les mensonges des judéo-trotskistes sur la guerre de dislocation de la Yougoslavie, où on traitait les Serbes de nazis alors qu'ils étaient des anti-nazis. Et j'ai vu Bernard Lévy aller voir des anciens pro-nazis. J'ai vu Kouchner faire des affiches avec des miradors au nom de Médecins du Monde pour hitlériser les Serbes, etc. Enfin, j'ai vu tous ces salopards communautaires faire le sale boulot systématiquement. J'ai vu la manière dont on a éduqué les Français d'origine immigrée dans la haine de la France. Voilà, j'ai vu le montage satanique de diviser pour régner et de saloperies systématiques. J'ai vu SOS Racisme. J'ai vu de l'intérieur comment des types qu'on prenait avec 2 kilos de cocaïne chez eux étaient blanchis pour consommation personnelle. Donc j'ai vu la manière dont ces réseaux soi-disant antiracistes de banlieue étaient maqués avec de la délinquance organisée, etc., etc. J'ai vu tout ça parce que j'étais journaliste pour Ardisson. J'ai travaillé longtemps pour Ardisson. Donc j'ai suivi des grosses affaires, etc. J'ai vu comment Ardisson, qui subissait la menace de la communauté dont il se moquait en privé, lui qui a les annales révisionnistes dans sa bibliothèque et qui s'en vantait, qui est le type le plus cultivé que je connais sur ce sujet-là, après le professeur Forisson, j'avais vu comment il s'est soumis, il a été mis au pas, menacé par ces gens-là, et en le reconnaissant d'ailleurs lui-même intimement. Donc ma prise de conscience ne vient pas d'une culture livresque, comme les couillons qui étudient le marxisme chez Althusser ou qui étudient dans les livres. Elle vient de la pratique, c'est-à-dire que j'ai pratiqué le terrain intégralement, et tout ce dont je parle, je l'ai vécu physiquement. Donc j'ai fait le travail de terrain, j'ai senti des choses bizarres, je suis allé au livre effectivement pour étudier l'histoire, j'ai validé la théorie par la pratique et la pratique par la théorie, c'est-à-dire que je n'ai aucun doute sur ce que je dis, quoi. C'est de 1900, j'ai publié mon premier livre en 1984 et j'ai vécu tout ça de l'intérieur de A à Z, voilà, hein. La dérive néolibérale, la domination sioniste de plus en plus grande, la haine de la France organisée,
le système de persécution aussi. Quand on commence à se prendre le lobby sioniste dans la gueule, on voit la manière dont tous les systèmes de persécution se mettent en marche, les relais maçonniques, etc. Enfin, je veux dire, comme Dieudonné, vous l'interviewez, il accumule les procès, les interdictions, etc. On voit, je veux dire, on prend conscience qu'il y a une porte quand, effectivement, on n'arrive pas à l'ouvrir, vous voyez. On prend conscience qu'il y a une barrière quand on s'y heurte. Les 3 quarts des gens spéculent sur la réalité de mes analyses comme des spectateurs qui regardent du patinage artistique, vous voyez. La meilleure moyen de vérifier ce que je dis, c'est d'aller au choc, c'est d'aller à la confrontation. Soyez pro-palestiniens conséquents, luttez réellement contre le capital, luttez réellement contre le communautarisme, défendez réellement la laïcité, et non pas derrière la laïcité, la toute-puissance judéo-maçonnique, et vous verrez ce que vous prenez dans la gueule, comment ça marche, qui fait le boulot, quels sont les relais, etc. Et là, vous validez exactement toutes les écrits des hommes politiques au moment de leur retraite. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est ce que dit Mitterrand dans ses mémoires à la fin de sa vie, c'est ce que dit, Raymond Barre 15 jours avant de mourir, c'est ce qu'écrit Allende quand il écrit des textes, c'est ce qu'écrit Napoléon quand il se confie au général Lascaz, c'est ce qu'écrit Cicéron dans le Pro Flacco, c'est ce qu'écrivent tous les penseurs et les acteurs du monde et les penseurs qui ont un vécu, un cerveau, et qui ont eu le courage de l'engagement et les moyens de l'analyse conceptuelle. Je veux dire, voilà, après vous pouvez lire aussi Douglas Reed, Stas Mullins, Ezra Pound, voilà, il y a aucun doute là-dessus, voilà. Et d'ailleurs, je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas contesté, c'est simplement étouffé, voilà, c'est tout. Et les 3 quarts des gens ne veulent pas en arriver à des conclusions radicales uniquement par trouille, parce que la laideur fait peur, c'est tout. Comme sur la pédophilie de réseau. Les gens refusent d'admettre ça, pas parce que, même si on leur ramène toutes les preuves, parce que c'est trop dur à assumer pour eux, parce que, comment dirais-je, pour combattre contre le diable, il faut vivre avec lui. Et vivre avec le diable, c'est aussi l'avoir en soi. C'est des choses complexes. C'est-à-dire qu'il faut assumer, finalement, c'est comme les gens qui, après la guerre, ont continué à lutter contre les nazis. Finalement, ils ont été avec les nazis toute leur vie. Hein, les Klarsfeld, finalement, toute leur vie, ils ont passé toute leur vie avec les nazis. Voilà, il y en a qui ont préféré en sortir, voilà. Et la vraie souffrance de ce combat, c'est que de temps en temps, on aimerait oublier le diable, oublier le mal, etc. Et c'est pour ça que moi je dis j'aimerais bien construire une maison, faire de l'import-export, c'est-à-dire changer de monde, parce que d'autres fassent le boulot à ma place, parce qu'effectivement, c'est fatigant de se coller la présence du diable toute la journée, c'est fatigant de subir la vulgarité, la laideur, la chutzpah sioniste trop souvent, parce que tout ça, c'est de la merde. Ça pue. C'est-à-dire que c'est fatigant exactement comme un type qui fait la charité vous dit c'est fatigant de se coller la laideur, la tristesse et la bêtise des pauvres. C'est vrai qu'à certains moments, un beau salon, des femmes bien habillées qui chantent et qui jouent du piano, c'est reposant, vous voyez. Mais au bout d'un moment, on a l'envie de retourner au baston, de retourner au réel. Il y a une instance morale, elle peut être kantienne et laïque ou religieuse. Il y a quelque chose comme disait Pascal, on est engagé, on est pris malgré soi. Je veux dire, accepter de regarder la laideur du monde s'accomplir et l'oligarchie accomplir son projet satanique sans rien faire alors qu'on a compris et qu'on a vu, ça demande quelque part une force négative que j'ai pas. Je veux dire, voilà, c'est-à-dire la capacité c'est comme la capacité de regarder un type se faire massacrer, casser la gueule sans bouger. J'ai jamais eu cette force-là. J'ai vécu 2-3 épisodes dans ma vie où, voilà, d'un seul coup, malgré soi, on se retrouve à rentrer dans la bagarre, à aller aider quelqu'un, à intervenir, quitte à prendre un coup de couteau, alors que les autres sont restés sagement assis sans bouger. Pourquoi eux et pas moi? Voilà, c'est une question très difficile. Voilà, c'est peut-être lié à l'enfance, au rôle du père. On peut faire de la psychanalyse, etc. Mais c'est comme ça. Donc pour revenir sur ce truc, je n'ai aucun doute sur ce que j'avance parce que je l'ai vécu de A à Z. Et que ça a été validé par tout ce que j'ai vécu. Après, la question de savoir, c'est pourquoi ceux qui ont vécu la même chose que moi, parce que tous les gens de l'élite dont je vous parle connaissent aussi bien que moi le problème. Simplement, ils ont choisi de se taire et de collaborer, c'est tout. Ou de rester en dehors du coup. Hein. En général, quand on est dans le monde médiatico, ce qu'on appelle le monde culture-mondial, on collabore. Ce sont tous des collaborateurs, ça c'est clair. Et pourquoi moi je n'arrive pas à collaborer alors qu'on me l'a proposé souvent, et pourquoi eux y arrivent, c'est la question ultime. Voilà, c'est la question ultime. J'ai pas de réponse.
Où en est l'association, donc votre association Égalité et Réconciliation, en nombre d'adhérents, d'actions, de projets à venir, et surtout, est-il envisagé qu'elle devienne un parti politique éventuellement? Alors, cette question s'est posée. Alors, c'est une association de loi 1901. Il y a, grosso modo, de gens qui adhèrent, qui ne sont pas forcément déjà actifs. Nous avons 1300 personnes liées à l'association. Au-delà de ça, c'est surtout des gens qui vont sur Internet, qui regardent les vidéos, qui ont accepté de payer une cotisation, qui vont sur un forum. Après, le noyau dur est beaucoup plus restreint. Et d'ailleurs, je tiens à ce qu'il soit restreint parce que le danger quand on fait du chiffre, pour faire du chiffre, c'est-à-dire qu'on engrange de l'adhérent comme a fait le LPA à un moment donné, c'est qu'on a du tout et du n'importe quoi. Et le vrai danger dans le secteur qui est le mien, c'est qu'on peut rapidement coopter des maboules et des asociaux. Parce que forcément, les gens qui gagnent 8 000 € par mois et qu'on a l'offre à Montreuil n'ont pas de raison de militer et l'association. Donc le danger, c'est effectivement de coopter des gens sains, c'est-à-dire équilibrés psychologiquement, formés politiquement, malgré la radicalité de notre positionnement. Et donc on passe, à mon avis, beaucoup plus de temps à refuser les gens, pour pas qu'on fasse, parce qu'à un moment donné, je faisais de la gestion de colonies de vacances psychiatriques, quoi. C'est-à-dire, des gens qui sont en demande, et qui ont beaucoup plus à demander qu'à offrir, ou quand ils vous offrent, ils proposent quelque chose, c'est qu'ils vous proposent de faire une connerie monumentale, qui peut vous amener à avoir des ennuis avec la justice, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas du tout envie d'être un parti politique, parce que si aujourd'hui je faisais l'égalité et la réconciliation un parti politique, c'est ce que voulait l'ancien secrétaire général, que j'ai viré, parce que lui, il voulait manger là-dessus, parce que ça veut dire, on propose à des gens d'être candidats, sans leur dire qu'on fout leur vie en l'air, parce que d'ailleurs vous êtes candidat pour un mouvement catalogué extrémiste, vos enfants se font insulter à l'école, on vous creve votre bagnole, vous perdez votre travail, etc. Ça faut le savoir. Donc je ne pousse pas des gens à être militants à visage découvert, parce que c'est dangereux, et que c'est socialement très pénalisant. Et si on faisait un parti politique, en dehors que je pourrais en vivre effectivement, parce que on prend du pognon avec la politique, faut pas oublier, hein, c'est un système, c'est très bien fait, le financement des partis politiques par l'État, c'est une manière d'ailleurs de le tenir, c'est une manière de bouffer. On fait des petites conférences et puis on bouffe. Moi j'ai choisi de ne pas faire de parti politique parce que je n'ai pas envie d'ailleurs de faire de politique politicienne, de savoir que quand il y a eu un problème, un type qui a été agressé, de me déplacer pour aller serrer la main de la veuve, tout ça me dégoûte profondément. Je pense que j'ai trop de talent et trop d'intelligence pour faire ça. Je pense que le métier de politique politicien est un métier de VRP et de crétin. C'est un métier de personnalité de second ordre. Moi j'ai du talent. Vous voyez, la différence entre moi et Mélenchon, c'est que j'ai écrit des romans, des livres, j'ai un talent d'écrivain, de styliste, etc. Mélenchon est une petite merde de politicien, faut pas oublier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est dans un monde traditionnel, je ne joue pas dans la même catégorie que lui. C'est dans un monde de caste de type indienne, il est dans une caste inférieure. Voilà, c'est un politicien. Voilà, il va sur les estrades, roule mentir à des ménagères. Voilà, ça fait des discours qu'il ne lit, ne les écrit pas lui-même. Enfin, c'est tout ça la politique. La politique, c'est du mensonge, de la délégation, de la compromission, etc. J'ai pas envie d'en faire, ça me dégoûte. Je pense que j'ai trop de talent pour ça. Et de toute façon, en dernier instant, ça servira à quoi? À enlever les voix au Front National. Alors moi, je suis sérieux politiquement. Je pense qu'il faut tout faire pour que le Front National améliore son discours, c'est-à-dire sorte du néolibéralisme qui a été le sien à un moment donné par naïveté, et sorte, ce qui est déjà le cas d'un discours racialiste, qui n'a jamais été le cas d'ailleurs, hein, ce sont des nationalistes non racialistes, mais sort de sa lecture faiblarde de la question musulmane. Je pense que ça se fait d'ailleurs progressivement. Donc moi je suis pour apporter les idées, aider au maximum de l'extérieur le Front National à devenir le meilleur parti d'opposition possible au système. Et si je faisais un parti politique, je ne ferais qu'affaiblir le Front National. Et d'ailleurs les gens qui voulaient faire ça, Égalité et Réconciliation, que j'ai viré, sont très certainement des gens qui m'avaient été envoyés par des services de police, qui sont des indicateurs de police. Il faut pas oublier que dans les petits partis d'opposition, ou mouvements d'opposition comme l'autre, c'est gavé d'agents impériaux, de types qui travaillent pour les renseignements généraux, qui sont des gens qui ont des casseroles. Je me rappelle qu'un type comme Duprat, qui était le modèle de mon ancien secrétaire général, qui s'était déjà proposé à moi, que j'avais rencontré par hasard à la main d'or, à mon avis, des gens qui sont envoyés par la police et les ministères de l'Intérieur, son modèle c'était Duprat. Duprat était indicateur de police toute sa vie. Il avait un agent traitant. Voilà. Donc c'est aussi échapper à ça, vous voyez, à cet univers sordide de la politique groupusculaire et extrémiste, où on a des dingos, des alcooliques, des assassins aussi, des gens qui rêvent de tuer des gens, et puis finalement des gens qui d'une manière ou d'une autre travaillent pour la police et le pouvoir, parce qu'ils sont tenus, etc., parce qu'ils ont des casseroles, parce qu'ils ont besoin de bouffer, qu'ils cherchent des petites enveloppes, etc. Donc je fais en sorte qu'Égalité et Réconciliation soit
un mouvement qui aide à élever la conscience citoyenne des gens qui se posent des questions en leur amenant du contenu et de la grille d'analyse. Et on ne leur demande pas plus d'ailleurs, parce que je pense que si on est réellement démocrate, au sens où je le suis moi, on doit souhaiter le maximum de conscience des citoyens votants, parce que je pense que si on est honnête, plus les citoyens sont conscients, plus ils voteront bien. Donc moi, mon truc, c'est, je pense que si j'élève la conscience citoyenne, j'ai pas besoin de leur dire pour qui voter. Je pense que naturellement, la virilité intellectuelle et politique les amènera à un certain vote. Et d'ailleurs, moi je dis, d'ailleurs même si vous voulez pas voter parce que vous n'êtes pas tout à fait sur mon positionnement, je ne vous le reprocherai pas. Simplement, ça m'agacerait qu'un jeune issu de l'immigration, de la 4e génération, continue à voter Parti Socialiste en pensant qu'il vote pour des protecteurs des immigrés. Ça m'agace, voilà, c'est tout. Mais et donc ce que j'ai développé récemment, donc on fait des conférences, on fait de la formation, et on a monté récemment une boîte d'édition qui s'appelle Contre-Culture, où on édite et on réédite des bouquins importants et fondamentaux qui, comme par hasard, ne sont pas édités ou pas réédités. Récemment, on a édité un bouquin très important de Bernard Lazare, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, qui est pourtant un livre très important d'une figure majeure de la communauté, etc., et qui n'est jamais édité par les grandes maisons d'édition. Ce qui prouve bien qu'il y a, entre guillemets, un complot du silence, et un pouvoir organisé et orienté, car il n'est absolument pas normal que certains bouquins ne soient pas édités par les maisons classiques. Ils connaissent ces livres, etc. Il y a une volonté de ne pas éditer certains livres gênants. Et moi, je me fais un devoir d'éditer des livres intéressants et gênants, et de les vendre pas cher, pour que les jeunes, parce que je pense que notre clientèle c'est surtout des jeunes, se forment politiquement. Et là, par exemple, on va rééditer le petit livre vert de Kadhafi, pour que les gens voient quand même quel était le projet politique de Kadhafi. Quelle que soit sa trajectoire sur 40 ans, c'est compliqué d'obtenir un pays tribal qui finalement a été obligé de faire un bond dans le temps pour accéder à un État-nation. C'était très difficile à faire, et d'ailleurs c'est sur ces lignes de fragilité que décrit très bien Lugan que la Libye a été détruite. Elle a été détruite parce que Kadhafi, artificiellement et au forceps, avait réussi à faire une mosaïque tribale à une nation, et ce travail de tirer vers le haut, finalement, l'Empire l'a fait écrouler en allant corrompre des petits chefs tribaux, comme on fait toujours, contre de l'argent et des armes, pour qu'ils détruisent un projet parce que, au nom de leur petite vision de la famille élargie, c'est exactement ce qui a fait la défaite de Vercingétorix à Alésia, contre César. Hein. Quand vous arrivez à fédérer les tribus pour faire une nation, vous êtes fort. Quand vous retribalisez, vous êtes faible. Et l'Empire retribalise partout où il peut de A à Z, il faut le savoir. Il humanise d'un certain côté pour détruire les nations, il globalise pour détruire les nations, et il tribalise, il fait les deux trucs. C'est-à-dire l'Union européenne, c'est quoi la brique essentielle de l'Union européenne? C'est pas les nations, c'est le Länder. Hein. C'est pour ça qu'ils sont pro-identitaires, pro-école d'Iwan, pro-basque, pro-breton s'il faut, etc. Enfin, on voit cette double destruction. Donc, pour arrêter de digresser, on a Égalité et Réconciliation, un site internet très performant qui est une agence de presse qui permet de croiser les infos en ne mettant pas que TF1, Al Jazeera, France 2 et CNN, des conférences que je fais, une maison d'édition qui édite des bouquins et des DVD, et tout ça avec de manière, je dirais, moderne, c'est-à-dire avec l'idée de la transmission. C'est-à-dire qu'on est très respectueux du travail que fait Élément ou certains catholiques intégristes ou certains d'ailleurs savants de l'islam, mais nous on essaye de faire en sorte que ce soit accessible selon les codes, je dirais, de l'ennemi d'une certaine manière, c'est-à-dire médiatique moderne, c'est-à-dire de manière assez drôle, assez légère. Pour ça on est assez, j'aime bien travailler avec Dieudonné pour ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle faire de la pédagogie, c'est-à-dire trouver après avoir trouvé le contenu, penser à quelle est la meilleure forme pour que ça passe. Parce que le problème, c'est la transmission. C'est non seulement il faut faire un long travail. Moi, je travaille depuis je réfléchis depuis 1976. J'ai commencé à écrire en 78. J'ai accumulé beaucoup de savoir, parce que j'ai 53 ans, mais après, c'est le transmettre. Et la transmission demande une vraie réflexion pédagogique, compte tenu de l'évolution, qui est aussi la destruction, comment dirais-je, du niveau de la capacité d'écoute des jeunes générations. On est face à des jeunes, certains ont de très grandes qualités, les meilleurs, c'est d'ailleurs souvent ceux qui sont issus de familles traditionnelles. C'est pour ça que je suis très content de travailler avec des musulmans, parce qu'en général, ils viennent de milieux structurés comme était la famille française des années 60, ce qui fait qu'ils sont souvent les plus aptes à l'écoute,
au respect du maître, etc., à la formation. Mais quand on est face à des gamins qui se croient des révolutionnaires, mais qui en fait ont gobé et intégré dans leur chair toute la destruction libérale libertaire du père absent, de la mère toute puissante, etc., on est face à des petits merdeux arrogants qui sont toujours en train de vouloir vous expliquer qu'ils ont mieux compris que vous alors qu'ils ont 2 ans de lecture et que vous en avez 35. C'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail, une forme à trouver, une relation, c'est comment être un maître aujourd'hui face à des branleurs dont tout a été fait, quelle que soit leur bonne volonté, pour que même quand ils luttent contre le système, ils s'y soumettent. Parce que c'est ça le rôle de l'éducation nationale actuelle, etc. Donc, ça demande de passer par certaines formes qui sont des formes d'expression qui souvent ne sont pas comprises. On dit que je suis vulgaire, que je suis ceci, que je suis cela. Mais moi, la seule chose que je m'en avance, c'est le résultat. Personne ne fait aussi bien que moi dans ce milieu-là. Personne ne fait 80 000 pour des vidéos de 1h30 où j'arrive à parler de logos, d'eschatologie, de marxisme, etc. Donc, ce qui compte, c'est le résultat, c'est comme une école, c'est le pourcentage de réussite au bac. Donc voilà, égalité et réconciliation permet, et c'est son but, d'élever le niveau d'intelligence et de conscience, notamment de ce qui m'intéresse des jeunes citoyens français. Et c'est pas grand chose, mais c'est vital, c'est tout ce que je peux faire, mais je le fais et je sais le faire. Voilà. Justement, mais qu'il nous reste 2 minutes, est-ce que vous pouvez en une phrase répondre à la question « Qu'est-ce qui vous fait espérer ?» Ce qui me fait espérer, c'est que vous m'invitez à vous parler, c'est que quand je marche dans la rue, toutes les demi-heures, il y a quelqu'un qui se déplace pour venir me serrer la main et pas pour m'insulter, en disant j'aime bien ce que vous faites, je comprends ce que vous faites, et c'est parfois des vieux bourgeois, parfois des jeunes issus de l'immigration, parfois des cathos, parfois des musulmans. Et ce qui me fait espérer, c'est que la courbe statistique du site, de mes vidéos, la vente de mes bouquins ne fait que progresser. Et donc, là, je vais parler de moi. Ce qui me fait espérer, c'est que ce que je fais marche, malgré l'hostilité du système organisé. Voilà. Et donc, je suis optimiste par principe, et je suis optimiste aussi parce que j'ai des satisfactions. Et je le dis parce que c'est pour créer des vocations. Il est finalement bien plus agréable d'être un résistant aujourd'hui que d'être un collabo, à mon avis. C'est au niveau de sa santé morale et donc physique. Voilà, j'ai 53 ans et je me sens beaucoup plus en forme que les merdeux avec qui j'ai démarré dans les années 80, qui étaient tous pro-palestiniens, qui voulaient changer le monde. Ils sont aujourd'hui animateurs à Canal+. Leurs femmes les ont quittés, elles ont divorcé, ils payent des pensions, ils sont dépressifs, ils n'arrivent plus à bander, ils sont sous cocaïne, je cite pas de nom, mais je les connais tous. Et ce sont tous des épaves. Ce sont tous des épaves quand on creuse, quand on va dans leur intimité. Donc moi, je suis